Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Anne Nguyen, je suis infirmière libérale à Bar dans le Doubs et je suis aussi membre élue du bureau de l'Union régionale des professionnels de santé Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pour ce quatrième webinaire auquel vous assistez, c'est une action que nous menons avec l'OncoBFC pour vous apporter des connaissances en oncologie et pour favoriser les interactions avec nos collègues hospitaliers. Donc, je remercie Madame Émilie Bay qui représente donc l'OncoBFC d'avoir contribué à l'organisation de ce webinaire. Et donc, ce quatrième webinaire est consacré au cancer du sein. Et il vous sera présenté par Dr Kouresh Kaderbaï, qui est praticien spécialiste, oncologue médical au centre Georges-François Leclerc de Dijon. Je vous remercie, docteur, d'avoir accepté notre invitation et d'assurer cette présentation pour mes collègues libérales. Je vous remercie tous de votre présence et de votre intérêt pour notre action. Et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Donc, n'hésitez pas à la fin du webinaire de répondre au sondage que nous essaierons de lancer un petit peu avant la fin. Et si vous avez des suggestions pour les prochains webinaires sur des thèmes que vous avez un intérêt ou si vous avez sur lesquels vous avez besoin de connaissances, n'hésitez pas à m'en faire part pour l'année prochaine. Merci. Avant de commencer la présentation du Dr Kaderbaï, on va vous proposer un quiz de connaissances de 4 questions préparées par le Dr Kaderbaï que je lance immédiatement et vous pouvez répondre directement en ligne. Chacun peut répondre et nous afficherons ensuite les taux de réponse. Merde. Pour les personnes nouvellement arrivées, vous pouvez commencer à répondre au quiz de connaissances qui se tient en ce moment et qui sera corrigé juste après, avant la présentation du Dr Kaderbaï.
On est bon? On partagera les résultats donc en fin de présentation. Docteur Kaderbay, la main est à vous. Merci, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir sollicité pour pouvoir vous parler pendant un peu plus d'une heure sur le cancer du sein. Merci au réseau, hein, comme d'habitude, pour l'organisation de plein d'événements et ça permet justement de pouvoir un petit peu varier les présentations et plutôt que d'intervenir régulièrement auprès de mes confrères, c'est aussi très agréable de pouvoir intervenir auprès d'autres intervenants impliqués dans la prise en charge de nos patients. L'idée aujourd'hui, c'est à travers une présentation sous forme de cas cliniques. On va aborder plusieurs thématiques, de pouvoir vous permettre d'avoir les idées un peu plus claires sur la prise en charge du cancer du sein, sur ce qu'est le cancer du sein, sur globalement ce que l'on fait aujourd'hui. Et alors, l'objectif, c'est que ce soit un petit peu interactif quand même. Donc, il y aura des questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à intervenir si vous voulez répondre, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir. C'est encore plus facile quand c'est en distanciel de participer que quand on est en présentiel. Mais voilà, l'idée, c'est que s'il y a la moindre question, il faut pas hésiter à me la poser. Alors, je vais vous partager mon écran. Toc, toc. Alors, Alors, pour pouvoir débuter cette présentation, en fait, on va sortir sur un cas clinique de la vraie vie, hein, qui est une patiente que j'ai traitée, une patiente de 60 ans, viticultrice, qui est mariée, son époux est médecin généraliste, trois enfants, qui n'a pas de gros antécédents, parce que vous voyez, à part une hypothyroïdie supplémentée et des petites chirurgies, il n'y a rien d'autre de particulier. Donc, c'est une dame en excellent état général, qui n'a comme seul traitement du lévothyrox, et c'est une patiente qui est ménopausée. Alors en fait, l'histoire de la maladie, cette patiente, elle a depuis quelques semaines, quelques mois, des douleurs au niveau du creux axillaire à droite. Et avec ces douleurs apparaissent ensuite des douleurs au niveau du sein et elle va sentir une masse au niveau de son sein droit. Donc c'est une des possibilités d'entrer dans la maladie, hein. Il y a bien évidemment, on va y revenir, la mammographie de dépistage, mais il y a aussi l'autopalpation qui est assez fréquente, en tout cas dans le diagnostic, où finalement c'est la patiente qui va objectiver quelque chose en premier. Alors, quand vous avez en face de vous une de vos patientes qui vous évoque ça, qu'est-ce que vous allez lui dire de faire? Est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous feriez là en tant que professionnel de santé? Chose simple. Bah, orienté vers un médecin déjà. Ouais, ouais, c'est une bonne idée, tout à fait. dans le chat, Avec, orientation chez médecin traitant ou gynécologue, voilà, médecin plus. ouais, alors j'ouvre le chat en même temps. Tac, parfait. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez une idée de ce que le médecin va proposer de faire? Ouais, tout à fait. Je vois que ça y est, le mot-clé mammo est arrivé, effectivement. Ça, c'est une chose qui est primordiale. Donc, on est dans le cadre d'une patiente chez qui on a une suspicion, en tout cas, de masse au niveau du sein droit. Donc, c'est indéniablement une indication de mammographie. Alors, j'ai mis plus ou moins échographie mammaire. Ça, c'est important parce qu'en fonction de la densité du sein, on peut en tout cas mettre à défaut une mammographie. Donc, c'est très fréquent que les radiologues complètent le bilan avec une échographie mammaire en fonction de ce qu'ils voient, et d'autant plus quand il y a une forte suspicion de cancer du sein. Alors là, il y a un premier point qui est extrêmement important, c'est qu'on n'est absolument pas dans le dépistage de masse. Vous savez, aujourd'hui, dans le dépistage de masse, vous avez trois cancers qui font partie du dépistage de masse organisé par la Sécu. Il y a le cancer du sein, le cancer colorectal et de façon plus récente, même si ça remonte à quelques années, le cancer du col de l'utérus. Il faut vraiment avoir en tête que quand on parle de dépistage, ça concerne des patients et des patientes qui n'ont aucun symptôme de leur maladie. C'est la patiente qui va faire de façon systématique un examen pour peut-être trouver un cancer à un stade infraclinique, c'est-à-dire avant qu'on s'en rende compte cliniquement et qu'il y ait une autopalpation, par exemple. Donc là, cette dame-là, elle est, en tout cas à l'instant T, pas dans le cadre d'un dépistage de masse, parce qu'elle s'est palpée une lésion dans le sein. Donc on a une suspicion qu'il y ait quelque chose d'embêtant dans le sein. Donc clairement, on n'est plus dans le dépistage. Donc le dépistage, vous voyez sur la diapo, j'insiste beaucoup sur le fait que ça concerne des patients sans antécédents et non symptomatiques, c'est-à-dire qu'une patiente qui a fait un cancer du sein, même si elle est guérie, elle ne retombe jamais dans le dépistage de masse. Ça, c'est important aussi parce que ça veut dire que la surveillance ne sera pas la même sur le plan de la mammographie.
C'est bien évidemment pris en charge à 100%. Alors aujourd'hui, ça concerne les patientes de 50 à 74 ans. Alors ça, c'est toujours le problème de l'âge limite, hein, parce qu'il y a des patientes, vous le savez bien, qui peuvent avoir 85 ans et qui peuvent être en forme olympique sans antécédents et pour lesquelles, bah, si on leur trouve un cancer du sein, on va le traiter de façon optimale parce qu'elles ont l'état clinique pour le faire. Donc, le 74 ans, il est un petit peu arbitraire, mais en tout cas, c'est dans les recommandations de 50 à 74 ans. Dans le dépistage, c'est une mammographie tous les 2 ans, avec une mammographie bien évidemment bilatérale, hein, on se consacre pas sur un seul des deux seins, avec deux incidences, c'est-à-dire qu'en globalement, on fait une radiographie du sein sur deux placements différents. Et ça, c'est important, c'est que théoriquement, pour que ce soit vraiment un dépistage de masse, il faut qu'il y ait une double lecture par deux radiologues. Ça veut dire que les deux radiologues vont interpréter la mammographie, chacun de leur côté, sans se concerter. Et l'objectif, c'est justement de pouvoir laisser passer des éléments qui n'auraient pas été vus par un des radiologues. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le dépistage de MASH, c'est à partir de 50 ans, tous les 2 ans, deux incidences, donc deux radios différentes du sein et lecture par deux radiologues. Ça, c'est vraiment sur ce plan-là. Et alors, il y a un point qui est extrêmement important, c'est qu'on est très loin des 100% de participation au dépistage de masse. Donc, on a, je dis on en termes de personnel soignant, tous un rôle à jouer pour encourager les patientes à faire leur dépistage de masse, parce que je peux vous dire que le nombre de patientes chez qui on diagnostique un cancer du sein à travers une mammographie de dépistage, c'est extrêmement important. Et ça, c'est un dogme qui est très clair en onco. Plus vous trouvez tôt la maladie, plus vous avez de chances de la guérir. Donc cette dame-là, effectivement, elle a une mammographie. Alors cette mammographie, en fait, elle va retrouver une lésion suspecte avec des ganglions sous le bras à droite. Alors la lésion, elle est classée ACR5. Alors ça, je vous explique rapidement parce que, en fait, que ce soit pour les patientes ou même pour vous, mesdames, les radiologues, en fait, quand ils vont conclure à une anomalie, ils ont une classification pour déterminer la potentielle gravité de cette lésion, ce qu'on appelle la classification ACR. En fait, ça permet de classer les anomalies de bénignes à fortement malignes ou complètement malignes. Et en fait, des fois, bah, c'est vrai que les patientes, elles ont leur compte-rendu de radio et elles ont une conclusion qui dit lésion ACR3. Et puis, bah, le radiologue, il a peut-être pas pris tout le temps pour expliquer les choses. On leur dit, bah, faut faire un contrôle dans 6 mois. Elles sont un peu perdues. Donc, le fait de connaître un petit peu cette classification, ça permet des fois d'avoir les idées un peu plus claires pour savoir est-ce que, oui, il y a nécessité, entre guillemets, de s'inquiéter ou en tout cas, il faut faire les choses rapidement, ou est-ce qu'on peut décemment dire à la patiente, ne vous inquiétez pas, on va surveiller et on va réévaluer ça. Et en fait, cette classification ACR, alors retenez de 1 à 5 parce qu'en fait, 0, ça veut dire que la mammographie, elle n'est pas interprétable. Et 6, ça veut dire qu'on a déjà le diagnostic de cancer du sein. Mais globalement, plus vous allez vers le 5, plus ça veut dire que la lésion est à risque d'être du cancer. Et donc, globalement, 1 et 2, tout va bien. 3, on a une lésion, on pense que c'est bénin, mais on va par sécurité la contrôler au bout de quelques mois. 4, c'est quand même suspect, donc on va la biopsier. Et 5, c'est très, très, très suspect et on va la biopsier. Donc aujourd'hui, ça permet cette classification, en tout cas, de déterminer l'urgence à s'occuper de l'anomalie. Soit elle est bénigne et dans ce cas-là, on continue la surveillance habituelle. Et donc, si c'était une mammographie de dépistage, on reste sur la mammo tous les 2 ans. Et puis, si par contre la lésion elle est ACR5, là, il n'y a pas de doute. Il ne faut pas que la patiente elle reparte avec son compte-rendu sans explication. Il faut qu'elle reparte avec son compte-rendu et absolument un rendez-vous de biopsie. Alors, parce que ça dépend des endroits. Nous, c'est certain que nos radiologues, s'ils voient une lésion ACR5, la patiente, elle va être biopsiée dans la foulée, hein. Il n'y aura pas un deuxième rendez-vous, c'est fait dans la foulée. Il y a plein de cabinets de radiologie où on leur redonne un rendez-vous et l'idée, c'est pas que ça passe à l'as. Donc, si un jour vous avez une patiente qui vous sollicite en vous disant bah, on m'a trouvé une lésion ACR5 et qu'il n'y a rien de prévu, là, il faut vraiment lui dire d'aller consulter en urgence. Donc, notre patiente, elle a une lésion ACR5 dans le sein qui fait 4 cm et elle a des ganglions sous le bras qui sont suspects parce que le radiologue est capable, avec l'échographie, d'arriver à anticiper si ces ganglions sont des ganglions bénins ou si ce sont des ganglions qui peuvent être envahis par du cancer. Donc, à partir de ce moment-là, on a une forte suspicion de cancer du sein. Donc, je vous l'ai dit, si on a une forte suspicion de cancer du sein, il faut absolument faire une biopsie, donc un prélèvement. L'idée, c'est d'avoir une certitude du diagnostic. Une certitude du diagnostic et aussi
déterminer les caractéristiques du cancer, parce que je pense que je ne vais rien vous apprendre, mais il n'y a pas un cancer du sein, il y a des cancers du sein. Comme il n'y a pas un cancer du poumon, il y a plein de cancers du poumon différents. Et on peut faire ça dans tous les organes et avec en fait, des stratégies de traitement qui peuvent être complètement différentes. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir un prélèvement. Et il faut jamais, jamais, jamais se lancer en oncologie sur une thérapeutique tant qu'on n'a pas tous les éléments en main. Et surtout quand on n'a pas une biopsie, hein, les cas de traitement en oncologie sans avoir de biopsie sont rares, hein. C'est des situations très particulières où on peut s'affranchir d'une biopsie. Mais dans 99% des cas, on traite les malades avec une biopsie réalisée. Donc la biopsie dans le cancer du sein, ça se fait, vous le voyez en bas à gauche, hein, sous repérage échographique, hein, c'est-à-dire que c'est sous anesthésie locale. Ça peut être fait dans la foulée, hein. Comme je vous le disais, nous, si une patiente arrive avec une lésion suspecte sur la mammographie, bah, dans la foulée, elle va être biopsiée pour ne pas perdre de temps. Donc, on fait un tout petit prélèvement, hein, c'est ce qu'on appelle une microbiopsie. On va biopsier la lésion suspecte, on va biopsier d'éventuelles autres anomalies qui pourraient être aussi suspectes et qui pourraient derrière modifier la stratégie de traitement. Et c'est le cas de notre patiente, elle a des ganglions suspects et ça, c'est très important. Il faut aussi biopsier, faire un prélèvement de ces ganglions parce que bah, une patiente qui a qu'une masse dans le sein ou une patiente qui a en plus des ganglions positifs sous le bras, ça peut faire changer en fait la stratégie de traitement. On peut finalement considérer que la maladie est un petit peu plus avancée que prévu et que, bah, par exemple, si on avait dit au départ qu'on ferait une chirurgie, en fait, on va commencer par une chimiothérapie. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des prélèvements aussi de ces ganglions. Et là, c'est juste une petite image que vous avez de ce que voit un anatomopathologiste, donc les médecins qui analysent les prélèvements sous son microscope. Et en fait, c'est par l'intermédiaire de ces médecins-là qu'on va pouvoir avoir le diagnostic de certitude de cancer du sein, en tout cas pour cette patiente, et ensuite d'avoir les caractéristiques de ce cancer du sein. Alors pour cette patiente, quand on a, en tout cas nous, sur le plan médical, une biopsie qui a été réalisée, on a bien évidemment un compte rendu qui est complété derrière pour qu'on puisse avoir toutes les informations qui nous sont nécessaires pour adapter la thérapeutique. Et pour cette patiente, on a retrouvé ce qu'on appelle un adénocarcinome d'origine canalaire, ce qui est en gros le cancer du sein le plus fréquent. Et il y a trois éléments très importants dans le cancer du sein qu'on regarde. C'est l'expression des récepteurs aux hormones, donc RE, c'est récepteur à l'œstrogène, et RP, c'est le récepteur à la progestérone. Ça, c'est extrêmement important, on va y revenir, parce qu'il y a un impact thérapeutique majeur. Et la dernière chose qu'on regarde, c'est l'expression d'HER2. Alors, les trois éléments sont en fait ce qu'on appelle des protéines, des repères qui sont à la surface des cellules cancéreuses et qui vont d'une certaine façon aider la cellule cancéreuse à se développer. Ça va un petit peu autonomiser la cellule cancéreuse, c'est-à-dire qu'elle va de son côté se développer de façon continuelle pour justement se multiplier et puis, bah, si on découvre trop tard la maladie, envoyer des cellules cancéreuses ailleurs pour donner des métastases. Donc ça, c'est important. Quand on a un cancer du sein, nous, sur le plan oncologique, il nous faut absolument les résultats de ces récepteurs aux hormones, donc récepteurs œstrogènes, récepteurs à la progestérone, qui en l'occurrence chez cette patiente sont négatifs. Et il nous faut le troisième élément, qui est l'expression de la protéine HUR2, et qui est également négatif dans cette indication-là. Et en fonction de si les récepteurs sont positifs ou si HUR2 est positif et inversement, on ne va pas prendre en charge les patientes de la même façon. Et ce qu'il faut retenir, et c'est le cas de cette patiente, c'est que les maladies qui sont ce qu'on appelle triple négatif, à savoir récepteur oestrogène, récepteur progestérone et HUR2 négatif, sont les maladies les plus agressives, ce qu'on appelle une maladie triple négative, hein. D'ailleurs, c'est une définition par défaut, hein. C'est-à-dire qu'on les considère négatives parce qu'elles n'ont pas une caractéristique particulière. Donc, il y a moins d'options thérapeutiques parce qu'on a moins de traitements ciblés à leur proposer. Et c'est souvent des maladies plus agressives qu'on trouve chez les patients plus jeunes. Et en l'occurrence, chez les cancers du sein, chez les patients très jeunes, c'est souvent des cancers du sein triple négatifs. Et c'est des maladies à traiter très rapidement. C'est-à-dire que cette dame-là, qui a un cancer du sein triple négatif, il est hors de question d'attendre 2 mois pour la traiter. Il faudra la traiter de façon très rapide.
Donc là, on a le diagnostic. On a même eu le diagnostic sur le ganglion, hein. Les prélèvements au niveau du ganglion ont montré qu'il y avait du cancer du sein au niveau des ganglions, au niveau axillaire. Donc, on a une patiente qui a un cancer du sein à droite avec des ganglions homolatéraux qui sont envahis par le cancer. Alors, ma prochaine question, c'est, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour cette patiente? Donc, on a le diagnostic. À votre avis, qu'est-ce qui vous manque là? Qu'est-ce qui est important de savoir pour cette patiente? Moi, je dirais un PET scan, voir s'il n'y a pas des métastases ailleurs. Exactement. Alors, de façon un petit peu plus large, c'est un bilan d'extension. Ça, c'est extrêmement important parce que là, jusqu'à preuve du contraire, notre patiente, elle a une maladie localisée. Et aujourd'hui, une maladie localisée, en l'occurrence dans le cancer du sein, c'est une maladie pour laquelle on peut guérir les patientes. Et d'ailleurs, dans le cancer du sein, on les guérit très bien. Plus de 80% des cancers du sein localisés sont guéris aujourd'hui. À partir du moment où on a une maladie métastatique, même si ça, c'est en train de changer et tant mieux, on ne parle plus de maladies qu'on peut guérir, hein. L'objectif, c'est d'en faire une maladie chronique avec un contrôle le plus longtemps possible. Alors ça, les choses sont en train de changer parce qu'aujourd'hui, des patientes qui sont métastatiques et parfois en réponse complète depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on en a. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution des thérapeutiques, on arrive à faire en sorte d'avoir des patientes qui vont très bien, même 10 ans après. Moi, je donne toujours l'exemple d'une patiente qui avait des métastases hépatiques il y a 15 ans et qui aujourd'hui travaille et est toujours en réponse complète de sa maladie. Donc, on a des situations aujourd'hui, même métastatiques, où on a des patientes qui vont très, très bien. Mais il est vrai que pour vraiment faire le distinguo entre les deux stratégies de traitement, il faut savoir si la patiente a des métastases. Et effectivement, il faut faire ce qu'on appelle un bilan d'extension. Et donc, le bilan d'extension, il peut reposer effectivement sur un TEP scanner, vous avez raison. L'autre alternative, c'est de faire une scintigraphie osseuse pour vérifier qu'il n'y ait pas de métastase osseuse et un scanner thoraco-abdominopelvien. Voilà, nous, on a facilement accès aux deux. Alors, chez nous, c'est plus rapide d'avoir un TEP scanner. On a tendance à proposer le TEP scanner pour ces patientes-là, mais c'est absolument pas une faute de proposer un scanner et une scintigraphie osseuse. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une faute de commencer à traiter cette patiente sans avoir en amont le bilan d'extension, parce que la stratégie thérapeutique, elle est complètement différente pour une patiente qui a des métastases ou une patiente qui n'en a pas. Donc elle, effectivement, on a le diagnostic, mais pour le moment, on ne peut pas encore lui dire exactement ce qu'on va faire. Ça va dépendre de ce fameux TEP scanner. Et donc, elle a eu un son TEP scanner. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop adeptes des scanners ou des TEP scanners, en fait, il faut imaginer que vous êtes coupé en saucisson et qu'on vous regarde par le bas. Donc, la droite est à gauche et la gauche est à droite. Vous voyez ma flèche ou pas? Pas du tout, peut-être pas. Si. Si, on Si on voit. la voit, c'est bon. Donc, alors, ce que vous voyez ce que je contourne de chaque côté, là, en noir, c'est les poumons. Ce qu'il y a au centre, c'est ce qu'on appelle le médiastin. Donc, c'est là où passe le cœur, les gros vaisseaux, l'œsophage, la trachée, etc. Et là, la zone qui fixe bien, là, ça, c'est la lésion primitive du cancer du sein. Donc, c'est son cancer qui fixe beaucoup. C'est assez fréquent dans les cancers du sein triple négatif parce qu'en fait, sur le TEP scanner, globalement, plus ça fixe, plus c'est prolifératif, plus les cellules sont entre guillemets agressives. Et comme je vous ai dit que c'était un cancer du sein agressif, le cancer du sein triple négatif, et ben là, ça fixe très bien. Et ce que vous voyez en dessous, la petite boule, c'est un ganglion. Et quand vous regardez sur les images plus bas, ça c'est d'autres ganglions. Donc cette dame, elle a des ganglions au niveau axillaire. Et puis en fait, on se rend compte qu'elle a des ganglions aussi rétropectoraux. Donc elle a une maladie qui reste effectivement non métastatique. Elle n'a pas de métastase ailleurs, mais elle a une maladie qui est quand même un peu plus avancée que la seule boule dans le sein. Mais en tout cas, elle n'a pas de métastase. Donc pour elle, on va pouvoir partir sur une stratégie qui va avoir pour objectif de la guérir, ce qu'on appelle une stratégie curative. Ça, c'est aussi un point important. Vous allez souvent entendre traitement palliatif. Alors, quand on parle de traitement palliatif, ça ne veut pas dire soins palliatifs, hein. Quand je vous disais qu'on a des patientes qui ont des maladies métastatiques depuis 10 ans, c'est des patientes qui ont des traitements palliatifs depuis 10 ans. En fait, la définition du traitement palliatif, c'est traitement à partir du moment où je ne pourrais pas guérir la patiente. Mais on a des maladies qui sont d'évolution très, très, très lente sur des années et des années. Donc, on est absolument pas, il faut bien distinguer le traitement palliatif des soins palliatifs.
où on est les soins palliatifs, on est dans la situation où on propose plus de traitement à visée anticancéreuse et où effectivement on axe sur les soins de confort. Mais donc là, cette patiente-là, on est dans une stratégie curative. Donc maintenant qu'on a une stratégie curative, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette patiente? Donc elle a son cancer du sein localisé, elle a quelques ganglions à côté, mais elle n'a pas de métastase. Donc elle revient vous voir en consultation avec son mari qui est médecin. En plus, elle a 2 enfants qui sont aussi médecins. Je vous demande qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que vous avez une idée? La chirurgie, Voilà. Alors ça, c'est un point qui est important. C'est qu'aujourd'hui, dans le cancer du sein, la chirurgie, c'est la pierre angulaire de la prise en charge. C'est-à-dire que, alors ça, c'est peut-être des choses qui vont changer, parce qu'il y a des études en cours pour peut-être un jour ne plus opérer certains cancers du sein, notamment les cancers du sein qui auraient très, très, très bien répondu euh, au traitement. Et on va y revenir parce que dans le chat, on me propose chimiothérapie et ça, c'est aussi une très bonne réponse. Euh, donc la chirurgie, c'est la pierre angulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, euh, un cancer du sein qui n'est pas métastatique doit passer par la chirurgie. Alors, sauf cas exceptionnel, hein, une patiente qui a 90 ans, qui est altérée et qui a un petit cancer du sein pas agressif, et en l'occurrence un cancer du sein dépendant des hormones, on peut lui donner un traitement anti-hormonal et on ne va pas l'embêter avec une chirurgie. Mais il faut retenir que la pierre angulaire, c'est la chirurgie. Il y a 2 types de chirurgie, hein. Il y a la chirurgie, ce qu'on appelle conservatrice, c'est-à-dire qu'on va enlever qu'une partie du sein, un segment du sein, et on a l'autre chirurgie qui est la chirurgie par mastectomie totale, qui, elle, va enlever tout le sein. Donc là, à droite, vous avez une pièce de segmentectomie, c'est-à-dire que on a enlevé une partie du sein, on a coupé au milieu, et ce que vous voyez en blanc au centre, c'est la tumeur. D'accord? Ce que vous voyez en jaune et en rouge, c'est le tissu adipeux du sein, le tissu normal du sein, et au centre, en un peu plus blanc, et vous voyez qu'il s'étire un petit peu de chaque côté, hein, ce qui explique pourquoi les tumeurs, c'est quand même assez insidieux, hein, parce que ça va se développer, c'est pas une simple boule, et bien ça, c'est de la tumeur. Alors, comment on décide de faire l'un ou l'autre des prises en charge chirurgicales? Ça dépend de plusieurs éléments. Le premier, c'est d'abord, c'est est-ce que le chirurgien peut faire un traitement conservateur? C'est pas pareil d'avoir une tumeur de 2 cm dans des gros seins que d'avoir une tumeur de 5 cm chez une patiente qui a une petite poitrine. Forcément, si on veut faire un traitement conservateur, il faut que techniquement ce soit possible. La deuxième chose, c'est est-ce que c'est judicieux de faire un traitement conservateur? Des fois, on peut avoir une lésion principale et quand on voit la mammographie, il y a plein de petites autres lésions, ce qu'on appelle des microcalcifications. Et ce qui fait que le risque, c'est que si on n'enlève qu'une partie du sein, on va laisser des lésions précancéreuses, ce qu'on veut absolument pas. Et donc, on peut être amené à proposer une mastectomie dans ce contexte-là. Ce qui arrive des fois, c'est qu'on fait un traitement conservateur. Quand on analyse, on se rend compte que sur le bord de la pièce, il y a encore des cellules cancéreuses. Donc, on- les patientes sont réopérées pour avoir dans un second temps une mastectomie totale. Et puis, il y a une dernière situation où là, la question est encore plus judicieuse de se poser, de faire une mastectomie totale, au-delà bien évidemment du souhait de la patiente aussi, hein, qui a tout son mot à dire dans cette stratégie thérapeutique, évidemment. C'est les patientes qui ont un facteur de risque génétique de cancer du sein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a certaines mutations qui peuvent être présentes depuis la naissance. Vous avez peut-être déjà entendu parler des mutations BRCA, qui sont des mutations qui prédisposent au cancer du sein et de l'ovaire chez la femme et principalement au cancer de prostate chez l'homme. Ça, globalement, on sait que les patientes qui ont une mutation BRCA vont faire un cancer du sein, souvent à des âges très jeunes. Et quand on a un cancer du sein avec une mutation BRCA, en règle générale, on a plutôt tendance à proposer la mastectomie totale à la patiente, justement parce qu'on sait qu'il y a un risque de deuxième cancer, de troisième cancer du sein. Alors, les patientes qui ont ces mutations, on les surveille de façon plus rapprochée, aussi avec des IRM mammaires, mais en tout cas, c'est un élément important pour discuter avec la patiente en lui disant, bah, vu votre situation, c'est peut-être primordial de proposer une chirurgie complète. Alors ça, c'est la pierre angulaire. Alors pour notre patiente, il faudra le faire, mais on ne va pas le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on a des stratégies périopératoires, c'est-à-dire qu'on va faire des choses après et surtout de plus en plus avant la chirurgie.
Aujourd'hui, on a beaucoup de patientes qu'on traite avec un traitement médical, ce qu'on appelle néoadjuvant. Néoadjuvant, ça veut dire avant la chirurgie, et adjuvant, ça veut dire après la chirurgie. Et en l'occurrence, des associations de chimio plus ou moins immunothérapie. Il y a trois objectifs à ça. Le premier, c'est de diminuer la taille de la tumeur, évidemment. Parce que si on diminue la taille de la tumeur, peut-être que le chirurgien, au départ, il va dire, moi, dans cette situation-là, je ne peux pas opérer correctement la patiente ou je ne peux pas lui conserver le sein. Et que si la lésion diminue, par contre, je pourrais le faire. Donc ça, c'est un intérêt majeur pour la patiente. Le deuxième élément, c'est que la chimiothérapie et l'immunothérapie, je ne vous cacherai rien sur le fait que c'est un traitement par voie générale. Donc ça passe partout dans l'organisme. Ce n'est pas un traitement local comme peut l'être la chirurgie ou la radiothérapie, par exemple. Et donc ça veut dire qu'on a un effet immédiat systémique, c'est-à-dire qu'on a un effet dans tout le corps. Et donc, on va agir sur les éventuelles cellules cancéreuses qui seraient déjà parties. Parce que quand on fait un examen, par exemple un TEP scanner pour voir s'il n'y a pas de métastase, le TEP scanner, il n'est pas performant au point de voir une cellule cancéreuse toute seule. Ça, c'est faisable qu'au microscope. Donc ça veut dire qu'il y a des risques que des cellules cancéreuses soient déjà parties dans la circulation générale, donc par exemple dans le sang ou dans les vaisseaux lymphatiques. Et d'ailleurs, si on fait ce qu'on fait, c'est pas dans les routines, mais en tout cas, on le fait beaucoup dans les essais thérapeutiques, ce qu'on appelle les biopsies liquides, c'est-à-dire que faire des prélèvements de sang aux patientes, on est capable, dans certains cas, d'isoler des cellules cancéreuses, même chez des maladies localisées. Ça veut dire qu'il y a forcément des cellules cancéreuses qui ont commencé à quitter le territoire initial. Et donc, l'avantage de la chimiothérapie, c'est qu'elle va agir partout, sur la tumeur principale du sein, sur les ganglions et également sur les éventuelles autres cellules cancéreuses qui seraient déjà parties ailleurs. Donc ça, c'est aussi ça qui est très important. Et le troisième objectif, en fait, c'est un objectif qui dépend de la chirurgie. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, quoi qu'il arrive, on va opérer la patiente. Et en fait, quand on va opérer la patiente, même si on a fait de la chimiothérapie avant, même si on a fait de l'immunothérapie avant, on va forcément analyser la pièce opératoire. Et en fait, l'objectif, ça va être de regarder comment la patiente a répondu. Est-ce qu'il reste des cellules cancéreuses ou est-ce qu'elle a totalement répondu? Et en fait, ça, c'est vrai, on le sait, et je vais montrer un petit résultat d'étude qui le prouve concernant le type de maladie de la patiente. La réponse histologique sur la pièce opératoire, c'est-à-dire la façon dont la patiente a répondu au traitement, c'est ce qu'on appelle un critère substitutif de la survie. C'est-à-dire que avec cette réponse histologique, vous allez pouvoir très facilement dire si oui, la patiente a un très bon pronostic, à savoir est-ce qu'elle a de très grandes chances de guérir, ou est-ce que non, la patiente a un mauvais pronostic avec un risque de rechute important. Et ça a un deuxième avantage, c'est que ça permet aussi d'optimiser la prise en charge après la chirurgie pour justement proposer d'autres traitements aux patientes qui n'auraient pas bien répondu au traitement de chimiothérapie initiale. Donc, vous voyez, l'important, c'est que grâce à cette analyse, on va pouvoir très rapidement déterminer si la patiente a un bon pronostic ou pas. Et alors là, je vous montre juste, hop, alors ça, c'est ce qu'on appelle les courbes de survie. C'est comme ça qu'on présente les résultats dans les études pour évaluer les bénéfices des traitements. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, en abscisse, c'est le pourcentage de patientes qui ont commencé le traitement, donc 100% au départ, en ordonnée, pardon, et en abscisse, c'est le temps. Donc, vous voyez, là, c'est en mois. Et donc, forcément, là ce qu'on analyse, c'est le temps avant que la patiente rechute de son cancer du sein. Donc, dans l'étude, c'était justement pour analyser si le fait d'ajouter de l'immunothérapie apportait un bénéfice, bon, peu importe. Mais donc, forcément, vous voyez, au fur et à mesure du temps, il y a un nombre de patients qui baisse, forcément, parce qu'au fur et à mesure du temps, il y a une proportion de patientes qui va rechuter. Quand vous regardez en haut, les deux courbes, là, 94 et 92%, c'est à 3 ans le pourcentage de patientes qui n'a pas rechuté pour les patientes qui sont ce qu'on appelle en réponse complète. Donc, je vous parlais d'un cancer très agressif. Et vous voyez qu'à 3 ans, la quasi-totalité des patientes qui ont une réponse complète à la chimiothérapie initiale n'ont pas rechuté. Alors que par contre, quand on regarde les patientes qui ont une réponse incomplète, à 3 ans, on se rend compte qu'il y a quasiment la moitié des patientes, ou en tout cas un gros tiers, qui a rechuté de sa maladie. Donc ça veut dire que globalement, les patientes qui répondent très très bien au traitement médical avant la chirurgie sont des patientes de très bons pronostics. Et à l'inverse, les patientes qui n'ont pas bien répondu sont des patientes qui ont des gros risques de rechute,
Donc, des patientes qu'il va falloir surveiller de façon rapprochée et des patientes pour lesquelles il va falloir développer des stratégies de traitement pour essayer de justement récupérer ce risque de rechute plus important. C'est clair pour vous, ça? Oui. Donc, cette dame-là, elle a tous les éléments pour qu'on commence par un traitement médical premier. Elle a une maladie agressive, une maladie en plus, ça je ne voulais pas préciser, mais même si elle est agressive, elle est très chimiosensible, donc ça vaut le coup de le faire. Et qu'en plus, justement, on va pouvoir potentiellement adapter son traitement après la chirurgie en fonction de sa réponse. Donc, cette dame, elle va avoir de la chimiothérapie et de l'immunothérapie première. Alors, est-ce que vous savez comment ça fonctionne, la chimio et l'immuno? Est-ce que vous avez une idée avec des mots simples, hein? Je ne vais pas rentrer dans des détails importants, mais c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. C'est un point, je me bats avec mes internes pour qu'ils, quand ils prescrivent un traitement, ils savent comment ça fonctionne, parce que c'est hyper important de savoir ce qu'on prescrit. Est-ce que vous avez une idée? Ben, ça bloque la reproduction des cellules cancéreuses, mais à différentes phases, parce qu'il y a C'est ça. différentes phases. Alors, c'est un effet direct, c'est ça. Le point important, c'est que c'est un effet direct sur la cellule cancéreuse. L'objectif, alors ça, c'est ce qu'on appelle le cycle cellulaire. C'est-à-dire que c'est toutes les phases pour que la cellule cancéreuse, elle se divise, puis elle se multiplie, etc., etc. Et en fait, la particularité de la cellule cancéreuse, c'est que ce cycle cellulaire, il est favorisé par toutes les anomalies, toutes les mutations qu'il y a dans les cellules cancéreuses. Et donc, effectivement, la chimiothérapie va agir sur ces différentes phases du cycle cellulaire pour empêcher en fait la multiplication des cellules cancéreuses. Donc c'est un effet direct. Et je vois dans le chat, et ça c'est effectivement une, une, une- une information tout à fait correcte, hein, la chimiothérapie, c'est pas un traitement ciblé. Ça cible effectivement la cellule cancéreuse, mais c'est pas un traitement ciblé dans la sorte où ça va cibler que la cellule cancéreuse. Ça va aussi cibler les cellules saines et notamment les cellules qui se développent régulièrement, et en l'occurrence les cellules des phanères et notamment des cheveux ou les cellules digestives. Et c'est pour ça qu'il y a des effets indésirables. En fait, l'effet indésirable est lié à la toxicité de la chimiothérapie sur ces cellules saines. Et alors, l'immunothérapie, est-ce que vous avez une idée? Ouais, ça stimule les défenses immunitaires. Ok, là, je suis d'accord avec ça. Est-ce que vous savez à peu près comment, qu'est-ce que ça stimule? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut recréer? Parce qu'on peut stimuler des défenses immunitaires avec un vaccin aussi, hein, sauf qu'aujourd'hui, le vaccin n'est pas, en tout cas, pas encore utilisé de façon routinière en oncologie. C'est pas pour. Alors, je suis pas sûre de ce que je vais dire, mais ça sert pas en fait. Enfin, ça cible les cellules malades en fonction des récepteurs qu'elles ont. Mais alors, Ouais. le mécanisme, je saurais pas dire. Alors, en fait, effectivement, ça va agir sur des récepteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre corps, on a fort heureusement des points de contrôle immunitaire. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut pour que quand on a une réaction inflammatoire, je sais pas, quand vous faites piquer par une guêpe ou parce que vous avez une infection à une bactérie ou autre, pour qu'on ait une réaction inflammatoire avec nos globules, mais que cette réaction inflammatoire soit contrôlée pour qu'on n'ait pas une réaction inflammatoire majeure, ce qu'on appelle un syndrome de relargage cytokinique. Et ça, en fait, les syndromes de relargage cytokinique, si on en avait tous, on ne serait plus là sur cette planète parce que quand on a un syndrome de relargage cytokinique, en fait, on a une défaillance multiviscérale et on meurt. Donc l'objectif, c'est de dire, OK, on a des cellules qui nous défendent, mais on va leur mettre un stop pour qu'elles comprennent que maintenant, c'est bon, la réaction inflammatoire, elle est bonne, on va se calmer. C'est ce qu'on appelle les points de contrôle immunitaire et notamment les points de contrôle immunitaire négatifs. C'est les petits moins que vous voyez. La particularité, c'est qu'il y a des liens aussi de points de contrôle entre le globule blanc que vous avez au centre et la cellule cancéreuse. En fait, la cellule cancéreuse, elle va développer à sa surface le récepteur, le ligand d'une protéine du globule blanc. C'est-à-dire que le globule blanc, qui peut détruire les cellules cancéreuses, hein, c'est son rôle, et il peut le faire, à cause de la cellule cancéreuse, il va être présent autour de la cellule cancéreuse, mais en fait, il va être endormi. C'est-à-dire qu'il va être là, mais il ne fera plus son rôle de destructeur de cellules cancéreuses. Et l'immunothérapie a pour rôle justement de débloquer au niveau de ces récepteurs, c'est-à-dire qu'on va empêcher la liaison entre les deux pour que de nouveau, le globule blanc puisse faire son effet de cellules destructrices de cellules cancéreuses.
Et on va y revenir, ça, c'est un mécanisme important. Donc, vous voyez, là, on n'agit pas directement sur la cellule cancéreuse, à la différence de la chimio, hein. On agit effectivement sur le système immunitaire, sur les défenses immunitaires. Donc, on a un effet un peu alors, additif, voire même synergique, hein, parce que il y a plein de données qui montrent que quand on fait de la chimio, on entraîne des destructions de cellules cancéreuses et que ces petits morceaux de cellules cancéreuses, elles vont aider le système immunitaire à être encore plus actif. Donc, il y a vraiment un effet synergique. Et on va y revenir un peu plus loin, mais sur les effets indésirables de l'immunothérapie, vous verrez que justement, c'est lié au mécanisme d'action. Alors, on pose la question dans quel cancer du sein l'immunothérapie ne peut ou peut être appliquée. Aujourd'hui, de façon routinière, on l'utilise dans le cancer du sein triple négatif. On a des résultats d'études positifs pour des cancers du sein hormonodépendants agressifs. Mais pour le moment, ce n'est pas dans les recommandations. La seule recommandation aujourd'hui de l'immunothérapie, c'est dans le cancer du sein triple négatif, ce qui est le cas de notre patiente. Et donc la patiente, bon, on la revoit en consultation, on lui explique, vous allez avoir de la chimio et de l'immunothérapie. Alors qu'est-ce que vous allez lui remettre comme document? Qu'est-ce qu'on doit lui remettre comme document avant de débuter le traitement? Bah, toute sa programmation de soins, les Ouais, différences qu'elle va tout à avoir avec fait. le calendrier prévisionnel. Et donc ça s'appelle, en gros, en gras, un plan de soins personnalisé. Parfait. Donc le plan de soins personnalisé, c'est important, hein, parce que normalement, toutes les patientes et tous les patients qui ont une prise en charge en oncologie doivent en avoir un. C'est pas médico-légal, mais c'est extrêmement, enfin, c'est normalement indispensable. Et ce plan de soins, bah, je vous donne l'exemple de ce que nous, on remet au centre Leclerc. Donc là, bon, pour cette patiente, hein, elle va avoir de la chimiothérapie. Vous voyez, on lui explique qu'il y a il y a du carboplatine et du Taxol, qui sont les deux produits de chimiothérapie, qui vont se faire une fois par semaine pendant 12 semaines. Et ensuite, on fera un deuxième traitement qui s'appelle épirubicine et cyclophosphamide, qui se fait une fois toutes les 3 semaines. Et on lui met plus bas pembrolizumab, ça c'est l'immunothérapie. Et l'immunothérapie, elle va venir une fois toutes les 3 semaines. Donc ça, en fait, ça lui explique euh, un petit peu le schéma de traitement. Elles ont aussi des documents pour leur expliquer tout ce qui est, on va y revenir, chose importante et plus qu'importante, indispensable, c'est concernant les informations, notamment des soins de support. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Hein, alors, il y a plein d'endroits, mais nous, on a un espace de rencontre et d'information qui permet aux patientes de rencontrer des accompagnatrices en santé, des socio-esthéticiennes ou autres. Mais on n'a pas que ça, hein. Bien évidemment, il y a les psychologues, les diététiciennes, les kinés, les assistantes sociales pour toutes les problématiques administratives, que ce soit personnelles ou professionnelles. En tout cas, l'idée, c'est que, moi, j'ai toujours aux patientes, l'objectif, c'est qu'elles se focalisent sur leur prise en charge et qu'elles ne soient pas polluées par tout ce qu'il y a autour. Donc, l'idée, c'est qu'on les aide sur tous les plans et pas que sur le plan médical. Voilà. Et après, on leur remet donc un plan de soins qui explique un petit peu donc comment vont se passer les perfusions, hein, donc la durée des perfusions, les éventuels effets indésirables, les précautions à prendre. Donc ça, c'est ce que nous, on remet, mais en même temps, les patientes, elles ont une consultation qui leur est dédiée avec une infirmière d'annonce et aussi une consultation avec le pharmacien qui permet justement de faire le point sur les éventuels effets indésirables, sur les interactions médicamenteuses. On va y revenir un petit peu plus loin. En tout cas, sur tout ce qui peut questionner la patiente sur son traitement. Donc ça, si on veut bien le faire, effectivement, ça prend du temps. Alors cette dame-là, va bien falloir qu'on lui fasse son traitement, ça va être en intraveineux. Alors les traitements, effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de traitements par voie orale. On a des traitements sous-cutanés qui se développent beaucoup. Mais effectivement, il y a une grande proportion de traitements, et en l'occurrence sur la chimio et l'immunothérapie, qui se font en intraveineux. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les traitements intraveineux, et ça c'est important, ne nécessitent pas une chambre implantable. Vous savez, la chambre implantable de perfusion, je pense que j'imagine que tout le monde connaît, mais c'est votre petit boîtier que vous avez sous la peau et qui est relié aux grosses veines pour atteindre les cavités cardiaques et faire les perfusions de façon plus facile et adaptée, et notamment pour les produits de chimiothérapie qui ont une toxicité potentiellement importante sur les veines périphériques ou les traitements qui ne peuvent absolument pas être faits sur voie veineuse périphérique parce que
s'il y a un problème, ça peut entraîner des dommages majeurs. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que on essaye de poser de moins en moins de chambres implantables, et notamment pour les patientes qui ont un traitement euh, temporaire. C'est-à-dire que c'est pas pareil d'avoir un traitement au long cours pour une maladie métastatique. On sait que le traitement en intraveineux va être fait de façon itérative au long cours et que potentiellement on aura peut-être besoin à certains moments de faire plus d'antibiotiques, des perfusions. Quand les patientes vont revenir, ce sera plus confortable pour elles, d'une patiente qui va avoir 4 mois de traitement de chimio et ensuite qu'on n'aura plus besoin. Avant, on posait beaucoup de chambres implantables à toutes les patientes et on s'est rendu compte que, au-delà du fait que c'est quand même du matériel qui est en place et donc à risque infectieux pour des patientes qui vont avoir des défenses immunitaires un peu plus basses que d'habitude, il y a aussi le fait que ce qui était souvent le plus gênant pour les patientes, même si on enlevait la chambre implantable après, c'était d'avoir cette cicatrice qui, des fois, leur rappelait ces souvenirs malheureux de la prise en charge de leur cancer. Et donc aujourd'hui, on essaye de plus en plus de favoriser les traitements sur voie veineuse périphérique quand c'est faisable. Et quand ça l'est pas, quand c'est pour un nombre de cures très limité, en fait, on pose une voie veineuse centrale. C'est-à-dire que les patientes, quand elles arrivent avant leur hôpital de jour, elles passent auprès des anesthésistes. L'anesthésiste pose la voie veineuse centrale, on fait la chimiothérapie et puis l'infirmière retire la voie veineuse centrale avant que la patiente regagne son domicile. Ça, on s'est rendu compte aussi très clairement que quand on laissait le choix aux patientes, la plupart demandaient cette solution-là. Euh, alors, c'est sûr qu'il faut avoir des anesthésistes entraînés qui posent les voies centrales euh, de façon très correcte parce que quand les patientes, quand il faut 1 heure pour les patientes pour avoir la pose de la voie veineuse centrale, quand des fois c'est compliqué, bah, elles n'ont pas trop envie de revenir 2 ou 3 semaines plus tard pour en avoir une nouvelle, mais dans la grande majorité des cas, ça se passe bien et très sincèrement, ça évite d'avoir un cathéter en place à domicile. En tout cas, quand on a la chambre implantable, vous voyez, on est vraiment en sous-cutané. Euh, quand la patiente vient pour sa chimiothérapie, bah, c'est simplement, on va se brancher sur la chambre implantable, on fait les perfusions, les prémédications s'il faut, bien évidemment dans des conditions d'asepsie strict, hein, parce que ça reste quand même du matériel avec une risque de port d'entrée et dans de rares cas des complications qui peuvent être graves. Hein. C'est vrai que patiente, elle peut se retrouver, ça arrive, hein, d'avoir des complications cardiaques avec des endocardites sur des points d'appel qui seraient la chambre implantable. Hein. Ça arrive régulièrement. Surtout, plus on les manipule, plus il y a un risque d'infection. Donc ça, il faut faire attention. Et puis, une fois que la patiente a terminé, ben on la débranche et puis elle peut rentrer à la maison sans aucune difficulté. Et puis avec la chambre implantable qui est en dessous. Donc ça, en termes de confort, c'est super. Et notamment pour les patientes qui ont au long cours un traitement où c'est beaucoup, beaucoup plus confortable. Ça, c'est certain. La pose de chambre implantable, elle se fait en ambulatoire, hein, bien évidemment au bloc opératoire. Ça se fait, sauf exception, sous anesthésie locale. Voilà, ça se passe bien dans la majorité des cas. Hein. Donc, on pose le boîtier sous la peau et puis le cathéter comme une voie centrale, hein, après, derrière. Et donc, ça, c'est des choses qui se font par les chirurgiens. Et après, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de soins spécifiques en dehors des pansements de la cicatrice, mais il n'y a pas de choses particulières à faire avec les points qui sont posés, mais rien de très spécifique. Je vois qu'il y a quelques éléments qui remontent sur le chat. Je suis assez d'accord sur le lien ville-hôpital. On essaye de le faire au maximum et vous allez voir par la suite sur les thérapies orales que ça, on le fait. Et effectivement, ça peut se poser en même temps que la chirurgie. Quand, par exemple, on veut opérer d'emblée la patiente et qu'on sait pertinemment qu'elle va avoir une chimiothérapie, bah, évidemment, on le pose en même temps. On ne va pas embêter la patiente à la faire revenir pour poser une chambre implantable alors qu'on pourra le faire en péropératoire. Et je suis d'accord sur le fait que bah, la cible, c'est très confortable. Mais voilà, il y a des patientes qui n'en veulent absolument pas. Alors pour la PICC line, on utilise très peu parce que le PICC line, c'est très à risque d'infection et c'est à risque thrombotique. Alors moi, je m'occupe pas des tumeurs ORL, mais c'est souvent mes collègues en onco-ORL qui ont affaire au PICC line, notamment de par la localisation de l'atteinte tumorale. Le problème, c'est qu'effectivement, hein, le PICC line, faut avoir des patients où on sait pertinemment qu'à domicile,
l'hygiène va être correcte par rapport à ça parce qu'on a quand même très fréquemment des problèmes d'infection encore plus importants. Et c'est vrai que ça peut thromboser plus facilement. Donc, nous, on en pose relativement peu. Mais si on doit poser un cathéter, on posera une voie veineuse centrale. On peut la poser en tunnelisé, hein, les voies veineuses centrales non tunnelisées ou tunnelisées, en fonction de si on veut garder la, la chambre, si on veut garder le cathéter, on peut le garder aussi, hein, mais ça dépend du type de cathéter central utilisé. Et oui, je suis d'accord, hein, c'est le problème enfin, la PICC line. Nous, on est, en tout cas, ici au CLCC, c'est vraiment très, très à la marge quand on les pose, hein. Donc, c'est vraiment dans des cas spécifiques parce on n'aime pas trop, on n'aime pas trop les poser. Alors, comment se déroule une cure de chimiothérapie? Donc, dans la très, très, très grande majorité des cas, euh, ça se fait en ambulatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est, je dirais, 90% des traitements que l'on fait intraveineux qui se font en ambulatoire. On peut même le faire à domicile, hein, dans le cadre d'une hospitalisation à domicile pour certains traitements, pas pour tous les traitements, évidemment. Ça peut se faire donc en hospitalisation à domicile, mais ça se fait principalement en hôpital de jour. Donc, les patientes viennent et elles repartent dans la journée. Alors, il y a des traitements qui peuvent se faire sur plusieurs jours. Là, évidemment, nous, on les garde, hein. C'est vrai qu'il y a des traitements sur 3 ou 5 jours où là, on ne se pose pas trop la question, hein. Les patients viennent le premier jour et repartent le dernier jour de chimiothérapie. Mais comme la grande majorité des traitements se font sur un jour, ça permet de les faire en ambulatoire. Alors, comment se passe une séance pour les patientes? Les patientes, on les voit en consultation en hôpital de jour, hein. Il y a une consultation médicale qui permet d'évaluer la patiente ou le patient cliniquement déjà, hein, pour voir comment les choses vont. Si c'est une patiente qui a déjà eu des cures, pour voir comment s'est passé l'intercure, s'il y a des problématiques, est-ce qu'il y a des choses à réadapter concernant la gestion des effets indésirables. Donc il y a voilà, pas mal de choses à essayer de régler, malheureusement dans des temps de plus en plus restreints. Et ce qui est aussi important, c'est que on essaye de faire en sorte de faire gagner du temps aux patientes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de traitements qui ne nécessitent pas forcément que les patientes soient vues tout le temps. On a des traitements de chimiothérapie qui se font de façon hebdomadaire et ça n'a pas forcément d'intérêt ou de sens de les voir, les patientes. Donc, on fait des traitements, comme je l'ai marqué, de plus en plus en traitement anticipé. C'est-à-dire que les patientes sont contactées la veille ou alors via une application pour savoir si elles vont bien, si elles ont besoin de voir le médecin ou pas. Et sous couvert de leur prise de sang, hein, eh ben, si la prise de sang est bonne et que les patientes vont bien, elles viennent faire leur traitement en anticipé. Donc, ça ne concerne pas toutes les molécules que l'on fait, mais une partie des molécules peuvent se faire en traitement en anticipé. Donc ça leur fait gagner du temps parce qu'on gagne le temps médical, on gagne le temps de préparation parce que ça veut dire que quand les patients arrivent, le traitement est déjà là. Il n'y a pas ce temps de préparation. La chimiothérapie est préparée la veille ou l'avant-veille, ce qui permet de s'affranchir de ce temps d'attente. Et donc, les patientes repartent plus vite. Et aussi un point important, j'insiste, hein, parce que vous êtes des infirmiers et des infirmières. Nous, on implique beaucoup maintenant. On a au Centre Leclerc des infirmiers de pratique avancée, que j'en oublie aucun. On en a pour le moment 1, 2, 3, 4, 5. Et on en a au moins une autre qui va rentrer dans un des parcours à compter de 2025. Alors, ils sont sur des parcours différents, mais on a 2 IPA qui sont avec nous en hôpital de jour pour voir et renouveler des traitements. Donc, ils ont commencé avec des traitements, on va dire, pas trop, trop compliqués. Et puis, petit à petit, comme les choses vont bien, bah, aujourd'hui, ils sont capables de renouveler de l'immunothérapie. Ils sont capables de renouveler des chimiothérapies plus complexes. Ils sont capables de voir des malades tout seuls. Alors, bien évidemment, s'il y a le moindre souci, nous, on est à côté. Et donc, ça permet, en fait, sur des hôpitaux de jour de plus en plus remplis, de limiter au maximum ce que nous, on ne veut pas faire, à savoir de l'abattage, et d'avoir, plus on est nombreux à voir les malades, plus on peut les voir dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça que l'implication des IPA, pour nous, est importante et tout le monde s'y retrouve, hein. Nous, les IPA qui sont très contents et surtout les patients, parce que ça fait des intervenants en plus dans leur parcours et ils sont très contents justement de les voir de façon régulière. Donc, il y a cette consultation, donc médicale et du coup paramédicale, si c'est l'IPA qui voit le ou la patiente. On valide le traitement et il y a un double contrôle qui est fait à la pharmacie, c'est-à-dire que
le, le traitement sera délivré quand le pharmacien aura vérifié que tout est concordant, le traitement est préparé, la perfusion est faite et la patiente retourne à la maison dans la foulée. Alors, petite question, on en revient sur les effets indésirables de l'immunothérapie. Elle vous pose des questions sur les effets indésirables de l'immunothérapie. Alors, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Alors, je vous disais tout à l'heure que ça, l'immunothérapie, c'est un point important parce que je pense que vous savez qu'il y a de plus en plus de patients et de patientes qui ont de l'immunothérapie. Donc, en tant que personnel soignant, il faut que vous soyez aussi au courant de ce qui peut arriver. Ce n'est pas du tout comme la chimiothérapie. C'est vraiment lié au mécanisme d'action. Quand on réactive le système immunitaire, on peut réactiver le système immunitaire contre un des organes du corps humain. Et on peut absolument tout voir. Et chose importante, contrairement à la chimiothérapie, ça peut survenir tardivement, voire même à l'arrêt du traitement. Moi, j'ai plusieurs patients qui m'ont fait des toxicités tardives. J'ai encore en tête, il n'y a pas très longtemps, un patient qui avait un cancer du rein avec de l'immunothérapie depuis 3 ans, qui m'a fait une hépatite à l'immunothérapie au bout de 3 ans de traitement. J'ai un patient qui m'a fait une hypothyroïdie majeure liée à l'immunothérapie 3 mois après l'arrêt du traitement. Donc, il faut toujours être vigilant. Dans la quasi-totalité des cas, ça se passe très bien. Mais je dis toujours aux patients d'être vigilants à ce qu'il y a d'inhabituel à la maison. Même si ça survient 6 mois, 1 an après l'introduction de l'immunothérapie, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Donc, il faut vraiment éduquer le patient en lui disant, bah, même si vous allez bien depuis 6 mois, si du jour au lendemain, vous avez des diarrhées inhabituelles, si vous avez un essoufflement inhabituel, si vous avez des boutons inhabituels, il faut m'appeler. Et donc, ça, c'est ce qu'on remet aux patients parce qu'en fait, c'est compliqué de faire un listing des effets de l'immunothérapie parce que je vous disais, on peut absolument tout voir. Donc, on a plutôt pris le parti d'expliquer les choses comme ça. Et en fait, il faut imaginer qu'on peut avoir une inflammation de tout. Quand on parle par exemple, d'une inflammation pulmonaire, ça peut, je ne vais rien vous apprendre, c'est une pneumonie, mais en fait, c'est une pneumopathie immunomédiée. Ça donne les mêmes symptômes qu'une pneumonie bactérienne. Quand on a une atteinte rénale, ça peut donner une néphrite, donc une inflammation au niveau du rein, et ça peut donner une insuffisance rénale. Au niveau gastro-intestinal, on peut tout à fait avoir une colite, donc avec des diarrhées, du sang dans les selles. Et on peut absolument, absolument tout voir. Alors, il y a des toxicités qui sont plus embêtantes que d'autres, évidemment. La thyroïde, quand c'est juste la thyroïde la TSH qui bouge, c'est pas grand-chose. Quand c'est une toxicité rare mais gravissime cardiaque, ce qu'on appelle la myocardite, c'est beaucoup plus embêtant, clairement. Surtout sur des patientes comme cette dame-là où on est dans une stratégie où on veut la guérir. Et simplement, tiens, avant que je remette le petit débat, à votre avis, comment on pourrait traiter un effet secondaire de l'immunothérapie? Est-ce que vous avez une idée? Oui, très bien. Corticoïdes. Alors en fait, on crée une réaction inflammatoire comme effet indésirable. Donc en fait, on va donner des anti-inflammatoires. Et donc globalement, quand on regarde ce schéma, en fait, on grade les toxicités de 1 à 4. Plus on va vers la droite, plus la toxicité est grave. Évidemment, on donne des traitements symptomatiques. Si vous avez, un patient qui a des diarrhées, vous allez lui donner des antidiarrhéiques. Bien évidemment, si la toxicité est un peu plus marquée, à un moment donné, ça peut être une indication de suspendre le traitement. Et effectivement, ça peut être une indication de mettre en place des corticoïdes. Alors, quand c'est une toxicité relativement limitée, on le fait par voie orale. Si la toxicité est plus importante, ça nécessite une hospitalisation avec des corticoïdes intraveineux. Donc ça, c'est pour des toxicités plus graves. Et dans de plus rares cas, ça c'est vraiment sur les toxicités de grade 4, donc les plus importantes, ça peut arriver d'être amené à avoir le recours aux immunosuppresseurs. En fait, on va traiter une colite inflammatoire digestive comme on traiterait une maladie de Crohn avec des immunosuppresseurs parce que le mécanisme est le même. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on va donner des corticoïdes. Alors, les corticoïdes, ils ne vont pas annuler l'effet de l'immunothérapie. Ça va juste corriger à l'instant T l'effet indésirable. Mais du coup, pour les corticoïdes, ils peuvent les prendre pendant combien de temps? C'est sur plusieurs ça, semaines, plusieurs ouais, mois? c'est une bonne question. En fait, les effets de l'immunothérapie peuvent mettre du temps à rentrer dans l'ordre. Donc, en fait, il ne faut jamais se précipiter. C'est-à-dire qu'on leur met très facilement 1 mg/kg de corticoïdes et on diminue à dose vraiment de façon très lente. Et s'il faut diminuer sur 4-6 semaines, on diminuera sur 4-6 semaines. Et si on doit diminuer sur plus longtemps, on le fera sur plus longtemps. Parfois, ça peut nécessiter d'arrêter définitivement l'immunothérapie, ça c'est certain. Mais le plus important, c'est que
quand on a une balance bénéfice-risque qui est défavorable, bah, c'est de corriger le tir pour que justement ce soit plus acceptable la situation. Parce que c'est bien beau d'avoir une efficacité majeure, mais si l'effet indésirable entraîne des dommages irréversibles, c'est très embêtant. Donc c'est pour ça que si on met des corticoïdes et qu'il faut 2 mois pour les arrêter, ben, il faut 2 mois. Il faut jamais se précipiter. Et puis un point, où ça vous le savez, mais j'insiste toujours parce que malgré le fait de le répéter à longueur de journée aux patients, on n'arrête jamais les corticoïdes de façon brutale. Parce que c'est quoi le risque, vous savez? Surtout sur des traitements au long cours, hein. Vous avez une Un idée? effet rebond ou quelque chose comme ça. C'est l'insuffisance surrénalienne, en fait. Quand vous avez des corticoïdes au long cours, euh, votre surrénale qui fabrique nos stéroïdes, elles ont l'information qu'il y a des apports de corticoïdes, donc elles se mettent au repos. Et le problème, c'est que la surrénale, quand elle va se réveiller de façon très lente. Et donc, si du jour au lendemain, on arrête les corticoïdes, la surrénale, elle n'a pas le temps de se réveiller. Donc, c'est ce qu'on appelle une insuffisance surrénalienne, et ça peut être gravissime. Donc, en fait, bon, je ne parle pas des corticoïdes pendant une semaine pour un patient qui a une bronchite chronique, hein, mais sur des corticoïdes de plusieurs semaines, il faut vraiment baisser la cortisone progressivement. Donc la patiente, elle rappelle en cours de traitement, elle appelle parce qu'elle a une fièvre à 39. Et elle vous appelle vous, tiens. Qu'est-ce que vous allez faire? À part Alors, me dire qu'il faut appeler le médecin. bilan sanguin sur en voie centrale et périph', Ouais, hémoculture, ok. enfin, Donc qu'est-ce que vous suspectez là? bah, une infection. Hmm. Alors, en fait, ce qu'on suspecte, c'est ce qu'on appelle la neutropénie fébrile. Quand on a une chimiothérapie, je dis toujours aux patients, vous ne faites pas comme d'habitude quand vous avez de la fièvre, hein. Vous attendez pas 3 jours que ça passe. Il faut dans les 24 heures que le patient soit évalué cliniquement. Alors nous, on les encourage à aller voir leur médecin traitant parce que c'est le premier relais, c'est le premier maillon. Euh, et des fois, ça ne nécessite pas grand-chose, hein. Ça nécessite une évaluation médicale pour vérifier que bah, on n'ait pas de problématique d'hémodynamique, hein. C'est pas pareil, une patiente qui a 13 de tension et 60 de pouls, plutôt qu'une patiente qui a 6 de tension et 150 de pouls. Donc là, effectivement, on passe du sepsis au sepsis sévère, voire au choc septique. Donc là, la première évaluation médicale, elle est primordiale. On fait une évaluation clinique, hein. On va regarder est-ce qu'il y a un point d'appel infectieux, est-ce que le patient a des symptômes sur le plan pulmonaire, est-ce que le patient a des troubles urinaires, est-ce qu'on a une chambre implantable qui n'est pas belle, ça c'est important, hein. Pensez toujours à regarder l'aspect de la chambre implantable pour vérifier qu'il n'y ait pas de signes inflammatoires. Et quand on parle, je vous disais, l'évaluation médicale, on regarde s'il y a des signes de sepsis sévère, donc des marbrures, des choses comme ça qui puissent orienter vers des signes de gravité. Effectivement, on fait une prise de sang. Alors, l'idée, c'est de regarder si nos globules ont baissé, ce qu'on appelle la neutropénie. Vous voyez en haut à droite, c'est les grades de neutropénie, hein. Plus on va vers le 4, plus les globules blancs sont bas, plus du coup, il y a un risque infectieux. On regarde s'il y a ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire biologique. Une patiente qui a de la fièvre avec 200 de CRP, on se doute qu'il se passe quelque chose quand même sur le plan infectieux. Et puis après, avec tout ça, effectivement, si on peut, on fait des hémocultures. Alors, c'est important, si on fait les hémocultures, de les faire sur voie veineuse périphérique et sur chambre implantable, parce qu'en fonction du délai de positivité, ça peut orienter ou non vers une infection de chambre implantable et parfois, ça peut mener à une ablation de la chambre. Alors, c'est pas toujours facile à faire, hein. Il n'y a pas tous les labos ou toutes les infirmières qui sont capables et qui ont la possibilité d'utiliser les chambres implantables, mais dans l'idéal, c'est ce qu'on devrait faire. Et ensuite, la décision, eh ben, elle est médicale, c'est est-ce qu'on prend en charge le patient en ambulatoire ou en hospitalisation. Donc ça, c'est pareil, c'est un dogme qu'il faut que vous n'ayez plus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une patiente ou un patient a une neutropénie fébrile qu'il faut forcément l'hospitaliser. On peut très bien laisser un patient à domicile, mais pour ça, il faut quand même remplir quelques critères. Globalement, si le patient a des signes de gravité, la question ne se pose pas, c'est une hospitalisation en urgence. Si le patient ou la patiente n'a pas de signe de gravité, dans ce cas-là, on évalue le risque infectieux. Si le patient a un risque infectieux, est à haut risque infectieux, hein, sûr que c'est pas pareil d'avoir 39 de fièvre quand on a 35 ans que quand on en a 70, qu'on a insuffisant cardiaque, insuffisant respiratoire et qu'on n'a qu'un seul rein, par exemple. Et ça, c'est vraiment une évaluation médicale. Si clairement les choses vont bien, que le ou la patiente n'est pas inquiétante et que c'est quelqu'un qui est entouré à la maison, qui n'est pas très loin d'une structure hospitalière, c'est-à-dire qui n'habite pas à 1 heure de route du premier hôpital, dans ce cas-là, on peut faire les choses à domicile.
Et en cas de neutropénie fébrile, on traite de façon empirique avec une association augmentin et Ciflox. Ça, c'est les recommandations. D'accord? Et ça peut se faire à la maison. Si bien évidemment il y a des signes de gravité ou si c'est un patient qui est fragile à haut risque, dans ce cas-là, le patient il est hospitalisé et on privilégie l'antibiothérapie intraveineuse. D'accord? Donc ça, vraiment important. Faut pas forcément paniquer si vous avez sur une prise de sang une patiente qui a 200 polynucléaires neutrophiles. Si votre patiente, elle va bien, même si elle chauffe et qu'elle a été vue médicalement et qu'il n'y a pas d'inquiétude, on peut la laisser à la maison. Mais encore une fois, ça se prête pour les patients entourés et qui vont pouvoir, en tout cas, réagir si nécessaire. Et que pour un ou une patiente plus âgée, un peu isolée, là, c'est peut-être plus raisonnable de l'adresser à une structure hospitalière. Donc pour notre patiente, c'est rentré dans l'ordre. On l'a mis sous antibiotiques. Elle a arrêté de chauffer très vite. On n'a jamais retrouvé le point d'appel infectieux, hein. Dans 50% des cas, on ne retrouve jamais la bactérie dans ces situations-là. Mais c'est rentré dans l'ordre. L'évolution est favorable. Et là, l'objectif, c'est de se dire, mais nous, on n'a pas envie que ça recommence, et surtout la patiente. Donc, il faut qu'on limite le risque de récidive. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire? Alors, je vois que cette question ne vous inspire pas. Alors, du coup, je vais tout de suite à la réponse. Alors, antibioprophylactique, non. Ça, on le fait pas. C'est vrai que ça peut se faire pour les hémopathies, mais nous, en tout cas, en oncologie solide, on le fait pas. Protocole de prophylaxie, oui. Mais alors, qu'est-ce que vous entendez par protocole? Et j'ai vu les injections de granulocytes. Alors, ça, les injections de granulocytes, oui, le granulocyte, c'est un des facteurs de croissance granulocytaire. C'est pas le seul. Mais oui, ce qu'on appelle les facteurs de croissance hématopoïétique. En gros, l'objectif, c'est de stimuler la fabrication de vos globules blancs dans votre moelle osseuse. Et là, on m'a marqué le pelgrase, effectivement, qu'en est un autre. Et c'est bien d'avoir eu le granocyte et le pelgrase, parce qu'en fait, il y a deux types de facteurs de croissance granulocytaire. Il y a ce qu'on appelle le filgrastim, comme le granocyte que vous avez évoqué, qui est une injection par jour et ça se fait de 1 à plusieurs jours. En règle générale, en fonction des protocoles de chimio, plus ou moins un risque de baisse de globules, ça peut se faire de une seule injection à 4, 5, 6, 7 injections. OK? Le pegfilgrastim, c'est un super facteur de croissance qui se fait en une seule dose unique après chaque cure. Ça se fait pas pour les chimiothérapies hebdomadaires parce que ça stimule trop fort la moelle et quand on stimule trop fort la moelle, on peut avoir un effet, l'effet inverse en fait. Et donc ça se fait très bien pour les chimiothérapies qui sont à un risque important de baisse de globules, et notamment si c'est une chimio qui se fait toutes les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Ça se fait en sous-cutané. Alors, on m'a évoqué le Nivestim, qu'en est un autre. Alors, l'Ixgeva, ce n'est pas un facteur de croissance granulocytaire. L'Ixgeva, c'est un antirésortif osseux. Globalement, c'est l'équivalent du biphosphonate que vous faisiez en intraveineux. Et l'Ixgeva, c'est l'équivalent qui se fait en sous-cutané. Mais le Nivestim, c'en est un autre aussi. Et en fait, donc vous avez vu pour notre patiente, hein, on va lui mettre des facteurs de croissance hématopoïétique en prophylaxie, en prévention secondaire. C'est-à-dire qu'elle a fait un épisode, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner des injections pour limiter le risque de récidive. Parfois, on peut le faire en prophylaxie primaire. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, là, il y a un risque que les globules baissent, donc on va d'emblée mettre les injections. Et pour ça, en fait, on peut se faire aider de, vous voyez ce tableau qui est à droite, là, où en fonction du risque de neutropénie, ça on le connaît hein, pour les chimios, on va déterminer si oui ou non on met des facteurs de croissance hématopoïétique. Quand on a un risque de neutropénie fébrile supérieur à 20%, on utilise en prophylaxie primaire. Quand on est à un risque de moins de 10%, on ne l'utilise pas. Et quand on est entre les deux, en fait, on regarde d'autres critères, c'est-à-dire qu'on va essayer d'évaluer s'il y a des risques que la patiente ou le patient baisse ses globules, notamment est-ce que c'est un ou une patiente de plus de 65 ans? Est-ce qu'il y a déjà des antécédents de neutropénie fébrile? Est-ce que c'est un patient ou une patiente qui a un mauvais état général, qui a une hémoglobine qui est basse, des antécédents cardiovasculaires? Bref, et là, en fait, on va déterminer ce risque et on va pouvoir dire si oui ou non, mais des facteurs de croissance granulocytaire.
Et oui, c'est en systématique pour certains protocoles de chimiothérapie et entre autres pour effectivement le protocole EC, notamment quand il se fait en ce qu'on appelle en dose dense, à savoir tous les 15 jours. Là, c'est en systématique. Mais il y a d'autres protocoles pour lesquels on le fait en systématique parce qu'on sait pertinemment que si on ne le fait pas, la neutropénie fébrile va être présente. Donc, je vous le disais, prophylaxie primaire. Donc, on veut diminuer le risque de neutropénie fébrile dès la première cure. Et prophylaxie secondaire, c'est le cas de notre patiente. Le but, c'est de diminuer le risque de récidive. Est-ce que vous savez l'effet indésirable le plus fréquent? Les douleurs osseuses? Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. En fait, c'est douleur osseuse parce qu'on va stimuler ce qu'on appelle les précurseurs hématopoïétiques, en gros les cellules bébés de globules blancs pour qu'on les aide à se développer et à donner des globules blancs définitifs adultes. Et ça se fait dans la moelle osseuse et principalement dans le sternum et dans le bassin. Donc, les patientes, souvent, elles ont des douleurs osseuses. Et il faut bien les prévenir parce que des fois, elles s'inquiètent en se disant que ça y est, elles ont des métastases osseuses, mais non, hein, c'est juste l'effet du traitement. Vous donnez des antalgiques usuels et en règle générale, ça rentre dans l'ordre tout seul. Alors en ce moment, on a une patiente qui entre chaque chimiothérapie prend une injection de Zoladex. Quelle est la particularité de ce traitement? Eh bien, ça tombe bien, on va y revenir un peu plus tard. À l'aube de sa deuxième partie de traitement, la patiente, elle vous demande comment on peut prévenir les nausées et les vomissements liés à la chimiothérapie. Alors, ce n'est pas une patiente inquiète, hein, pour reparler de cette patiente, hein, c'est une patiente hyper dynamique, hyper volontaire, qui est arrivée en disant, bah, de toute façon, il faut faire les choses, on avance. Alors, il y a des patients qui sont plus ou moins à risque de nausées, de vomissements, hein. C'est sûr que une patiente qui a eu des vomissements majeurs en cours de grossesse et qui vomit dès qu'elle est en voiture, c'est quelqu'un qui est plus à risque de vomissement. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et à l'inverse, bah, c'est sûr que certains patients, notamment dans des tumeurs qui sont favorisées par l'alcool, sont des malades qui ont beaucoup moins de risques de nausées. Donc on peut se permettre d'adapter les protocoles en fonction de ça. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Effectivement, me dit diététicienne, protocole antiémétique. Bah là, effectivement, vous avez raison. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 types de nausées. Il y en a une qui est super importante, c'est les nausées anticipées. Typiquement, c'est la patiente qui a eu une cure de chimiothérapie qui s'est pas très bien passée et qui revient pour la deuxième. Et quand elle arrive en hôpital de jour, elle vomit sans avoir encore eu la chimiothérapie. Donc ça, c'est la nausée anticipatoire. C'est lié à l'état psychologique, à l'anxiété. Et pour traiter ça, on utilise les anxiolytiques. Il y a les nausées aiguës qui surviennent dans les 24 premières heures et les nausées retardées au-delà des 24 premières heures. Et ça, c'est maintenant devenu très rare parce qu'on a des protocoles d'antiémétique qui sont très adaptés et ce qu'on appelle les nausées réfractaires, c'est-à-dire que malgré les traitements bien conduits, les patients ne sont pas bien. Alors ça, c'est pareil, on les grade, hein. On est capable de dire si c'est une nausée ou un vomissement plus ou moins embêtant. Alors, vous allez me dire, nausée de grade 1, c'est 1-2 épisodes par jour. C'est déjà pas super cool de vomir 1 ou 2 fois par jour. Je le reconnais. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, en fait, le grading nous permet justement d'adapter au mieux notre thérapeutique et que, par exemple, si on a mis un traitement antiémétique lambda pour une patiente et qu'elle revient avec des vomissements importants, type grade 3, c'est que va falloir vraiment intensifier le traitement. Donc, sur le plan médicamenteux pur, qu'est-ce qu'on utilise? Des choses que vous devez voir, hein, sur les ordonnances de vos patientes. Alors, il y a les cétrons, hein, qui sont des antagonistes des récepteurs H3, 5-HT3. C'est typiquement l'ondansetron, donc le Zofren, le cétofilm, qu'on utilise de façon très usuelle, exactement, hein, l'ondansetron. Les anti-NK1, hein, on vient de me citer dans le chat l'aprepitant, bah, c'est ça, c'est un anti-NK1. L'aprepitant, c'est l'Emend, hein, c'est le nom commercial. Vous savez, c'est celui qui se prend sur 3 jours avec le comprimé de 125 mg au premier jour et de 80 mg le lendemain et le surlendemain. Il y a les corticoïdes aussi qui ont un rôle clé et important en prévention des nausées et des vomissements. Ça aussi, donc c'est pour ça que ne soyez pas étonnés qu'on en mette sur les ordonnances de nos patients. En règle générale, on le met sur une durée de 3 jours, hein, J1, J2, J3, et ça marche bien. Alors, les anti-D2, les antagonistes des récepteurs à la dopamine, on l'utilise beaucoup moins maintenant. Mais par contre, ce qu'on utilise beaucoup, alors on parlait des benzos, des anxiolytiques, notamment pour les nausées anticipatoires, mais ce qu'on utilise beaucoup maintenant, c'est les neuroleptiques
et notamment l'olanzapine, effectivement, qui fait partie des traitements qui ont clairement révolutionné la gestion des nausées et des vomissements liés aux chimiothérapies. Euh, et ça, maintenant, c'est pareil. Il ne faut pas être surpris de les avoir sur les ordonnances parce que ça marche très, très bien. Et grâce à ces thérapeutiques-là, aujourd'hui, les nausées réfractaires dont je vous parlais sont franchement très à la marge. Voilà. Et en règle générale, si les traitements sont bien conduits par les patientes à la maison, il y a toutes les chances pour que ça se passe très bien. Et effectivement, il n'y a pas que les médicaments, hein. Alors, bon, voilà. Ça, c'est juste pour vous montrer que, en fonction du risque de nausée ou de vomissement, faible risque, on peut ne pas mettre grand-chose. Et puis, plus on monte vers un risque élevé de nausée et vomissement, plus on va, à juste titre, intensifier le traitement. Donc, on a des patientes qui peuvent avoir du Zofren, du Soluprène, de l'Emen, de l'olanzapine. Les associations thérapeutiques sont très fréquentes. Donc là, encore une fois, ce n'est pas des choses qui doivent vous surprendre si vous les voyez sur les ordonnances. Et au contraire, il faut bien faire en sorte que les malades les prennent correctement. Effectivement, il y a tout ce qui est non médical, en tout cas non médicamenteux, à savoir les règles gynédététiques. Euh, faut se battre sur plein de choses, hein, sur l'hydratation, ça, je ne vais rien vous apprendre. Sur le fait de fractionner l'alimentation, hein, c'est des choses bêtes, mais c'est sûr que quand on a des nausées, des troubles du goût et que les odeurs fortes sont pas super chouettes, bah, c'est plus facile de faire des petits plats, ou en tout cas des petits repas dans la journée, plutôt que des gros repas qu'on va avoir sur le ventre et qui vont au contraire derrière favoriser encore plus les nausées et puis bah, empêcher le malade de manger correctement. Donc on essaie de fractionner au mieux. On essaie d'éviter tout ce qui est odeur forte, tout ce qui est trop gras, trop frit. Bref, on s'adapte à la situation. Euh, Plutôt proposer aux malades de manger lentement, c'est pareil, hein, ça aide à la digestion parce que des fois les patients ont des difficultés sur le plan de la digestion. Il faut imaginer que Euh, la toxicité digestive de la chimiothérapie, c'est tout le tube digestif, hein. C'est la bouche, la mucite, l'œsophage, l'œsophagite, l'estomac, l'irritation gastrique, le côlon avec des diarrhées et jusqu'à au niveau anal avec des problématiques d'irritation et autres à ce niveau-là. Donc forcément, la digestion peut être un petit peu plus compliquée, donc il faut essayer de tout mettre en œuvre pour que bah, les patients puissent faire en sorte de s'alimenter correctement. L'objectif, je dis toujours à mes patients et mes patientes, je préfère que vous preniez 2 kilos, que vous n'en perdiez 5, euh, parce que effectivement, quand on a des arguments de perte de poids et à la prise de sang, de baisse de l'albumine ou de la préalbumine, ça signe quand même que l'organisme il a un petit peu de mal. Et donc forcément, c'est plus compliqué pour la gestion de la chimiothérapie avec un risque d'effet indésirable qui est majoré. Donc pour notre patiente qui a eu sa chimiothérapie, immunothérapie néoadjuvante, la bonne nouvelle, c'est que cliniquement, bah, on sent plus rien et quand on lui a refait sa mammographie, on voit plus rien. Donc du coup, elle va être opérée avec un traitement conservateur. Donc on va lui enlever qu'une partie du sein et on va lui faire un curage parce que effectivement, elle avait des ganglions positifs initialement sous le bras. Bon, en tout cas, on l'opère, ça se passe très bien. Et la super nouvelle pour elle, c'est qu'elle est en réponse histologique complète, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune cellule cancéreuse visible sur la pièce opératoire ou sur les ganglions. Donc ça, je vous le montrais tout à l'heure, c'est d'excellents pronostics, c'est-à-dire que cette dame, malgré le fait qu'elle avait une maladie très agressive au départ et de mauvais pronostics, là, sur la pièce opératoire, on peut lui dire qu'il y a de très, 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 très grandes chances qu'elle ne rechute pas de sa maladie. Alors, on ne leur dit pas, vous n'allez pas rechuter, hein, parce que le risque zéro n'existe pas, mais on leur dit que, effectivement, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on propose en traitement complémentaire? Je vois qu'il y en a qui ont déjà répondu. Radiothérapie, oui. La question déjà, c'est comment sont discutées les prises en charge de nos patients? Ça, vous devez savoir, hein, on C'était- discute. Ouais, c'est ça, hein, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaire. Alors, je vous ai mis le lien, hein, bien évidemment, je vous laisserai ma présentation, évidemment, il n'y a aucun souci. Ça permet d'avoir un petit peu les informations sur ce qu'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, la réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est un quorum de médecins hein, pour prendre des décisions adaptées à chaque patient. Et chaque fois que on prend une décision médicale, chirurgie, radiothérapie, changement de ligne de traitement, chimio, immuno ou autre, il doit y avoir un passage en RCP.
Le passage en RCP, ça peut être simplement une validation. C'est pour dire, bah voilà, ma patiente, elle progresse sous ce traitement-là, je vais changer, je vais faire ça, et puis on valide ça collégialement. Mais ça peut être plus compliqué sur des discussions qui sont plus difficiles, sur des prises en charge pluridisciplinaires qui vont impliquer le radiothérapeute, le chirurgien ou autre. Et là, dans ce cas-là, effectivement, c'est tout le sens de la réunion de concertation pluridisciplinaire. Au minimum, dans l'IRCP, il y a des chirurgiens, des oncologues médicaux, des radiothérapeutes, souvent des anapathes. On tient à eux en RCP. Et ce qu'on aimerait avoir plus souvent, c'est des radiologues, voilà, qu'on n'a pas toujours. Et ça, c'est vraiment important de les avoir parce que des fois, sur des questionnements de scanner ou autres, on est bien content de les avoir. Alors, en RCP, on a convenu de lui faire une radiothérapie complémentaire. OK. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire comment ça fonctionne? Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que... Ouais, vous avez tous déjà eu des patientes en cours de radiothérapie, j'imagine. Alors, c'est un traitement loco-régional, hein, ce n'est pas un traitement général comme la chimio ou l'immuno. En fait, on utilise des rayons X ou des photons pour détruire les cellules cancéreuses. C'est ce qu'on appelle la radiothérapie externe, à ne pas confondre avec quelque chose dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui est la curithérapie, qui est la radiothérapie interne, où là, on va directement mettre des grains, souvent d'iode, dans la cellule, dans l'organe. En règle générale, c'est par exemple pour la prostate ou pour le cancer du col. Mais là, dans la radiothérapie externe, c'est la machine qui tourne autour du patient ou de la patiente. Et l'objectif, c'est d'irradier efficacement la zone que l'on veut irradier tout en préservant les tissus sains. Alors, comment ça se passe? Il y a une consultation médicale avec le radiothérapeute qui va déterminer le plan de traitement, qui va expliquer à la patiente combien de séances on va lui faire, à quel rythme. Ensuite, il y a un scanner de préparation qui est fait avec des marquages. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir chaque fois repositionner la patiente dans les mêmes conditions. Alors, irradier un cancer du sein ou une zone qui a été opérée, ce n'est pas une radiothérapie complexe, mais il y a des radiothérapies beaucoup plus complexes, beaucoup plus précises, qui se font au millimètre près et qui nécessitent des scanners ou des IRM de préparation qui peuvent parfois durer 1, 2 heures pour que justement la situation soit bien, bien adaptée. Ensuite, il y a un travail du radiothérapeute de contourage. Contourage, en fait, on aime bien dire en oncologie médicale qu'ils font du coloriage pour les charrier un petit peu, mais globalement, c'est pas loin de ça. En fait, sur ordinateur, ils vont déterminer la zone qu'ils veulent irradier. Donc là, vous voyez, c'est le sein de la patiente qui a été opérée avec le contour rouge. Et autour, ils vont irradier les organes à risque. Et quand on appelle les organes à risque, c'est les zones qu'on ne veut pas irradier, ou en tout cas le moins possible. Donc, le poumon, là, ici, au milieu, il y a le cœur. Là, il y a une artère coronaire. L'idée, c'est de pouvoir protéger ces organes-là. Et donc, en fait, après, il y a un travail conjoint avec le physicien où ils vont préparer le traitement, le physicien avec ce contourage et les contraintes de traitement proposées par le médecin, il va préparer le traitement et il va dire, oui, bah voilà, tu veux mettre telle dose à tel endroit, oui, tu peux, ou non, tu ne peux pas, parce que si tu fais ça, le cœur, il va recevoir une dose trop importante. Et dans ce cas-là, le radiothérapeute, il retravaille son traitement pour que justement, de nouveau, le physicien puisse intervenir et il puisse à la fin avoir un plan de traitement qui soit efficace et pas trop toxique. Et ensuite, on traite les patientes et les patients, et vous voyez, en fait, bon, là, c'était une irradiation au niveau cérébral, mais il faut imaginer que euh, c'est la machine qui tourne autour du patient. Alors, en cours de radiothérapie, la patiente, elle demande à être vue médicalement parce qu'elle a retrouvé une rougeur au niveau de son sein traité et elle craint que son cancer est en train de revenir. Est-ce que vous pouvez la rassurer, vous? Est-ce que vous pouvez évoquer quelque chose d'autre? Ouais, alors brûlure, ouais, ça me va. Est-ce que vous avez un terme un peu plus médical? Parce que brûlure, ça donne l'impression que les radiothérapeutes, ils vous mettent un petit coup de bougie ou de briquet sous le bras. Mais ouais, alors voilà, c'est ce qu'on appelle la radiodermite. D'accord? Donc la radiodermite, ça peut être très léger, comme ici, vous voyez la petite rougeur que la patiente a au niveau axillaire. Ça peut être un peu plus important, là, avec une petite zone qui commence bien à desquamer, là, qui nécessite des soins locaux. Alors, souvent, au-delà des émollients, il y a aussi éventuellement des pansements avec des mépilex ou des choses comme ça qui peuvent être faits. Et dans des cas plus importants, on peut se retrouver avec des réactions qui sont bien, bien plus embêtantes. Ça, c'est
je vous rassure, c'est rare, hein, ça, hein. Aujourd'hui, c'est rare, mais il y a des patients qui peuvent avoir une prédisposition à des réactions cutanées importantes à la radiothérapie ou à des toxicités importantes. Ça, voilà, il y a des gens qui sont plus à risque. Et ça peut être embêtant. Alors là, c'est la peau, ça reste, entre guillemets, pas quelque chose qui va être embêtant longtemps, mais il y a des patients qui vont faire des rectites radiques, donc des inflammations du rectum chroniques, ou des cystites radiques, donc de l'inflammation chronique avec toutes les conséquences que ça a, et qui peuvent être très, très embêtants dans la vie de tous les jours. Alors, ça arrive, non, ça arrive pas à la première séance, ça arrive en règle générale en cours de traitement ou vers la fin. Et après, à partir du moment où on arrête, bah, les choses s'améliorent relativement rapidement. Alors, quels soins n'ont pas été évoqués dans la prise en charge de notre patiente? Est-ce qu'il y a quelque chose où on n'a pas trop évoqué quelque chose d'important? On l'a un petit peu évoqué sur le plan de soins personnalisés, mais pas trop. Voilà. Voilà. Alors ça fait le psychologique, oui, ça fait partie de ce qu'on appelle les soins de support. Hop, tac. Les soins oncologiques de support des patients adultes atteints d'un cancer. Alors ça, c'est important, hein. Je te dis toujours que nous, notre rôle, enfin moi je dis mon rôle, il est 50% médical, 50% d'accompagnement. On n'est pas juste là pour prescrire une chimiothérapie. Et il y a une définition des soins oncologiques de support qui font partie intégrante du parcours de soins des patients atteints d'un cancer, hein. C'est une partie intégrante. C'est défini comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement au traitement oncologique spécifique. Donc, c'est vraiment des soins complémentaires. Et donc, ça regroupe plusieurs prises en charge spécifiques. Alors, il y a ce qu'on appelle le socle de base, hein, c'est la prise en charge de la douleur, évidemment. La prise en charge nutritionnelle, qui est indispensable si on veut que les choses se passent bien. Indispensable la prise en charge psychologique, hein. Le corps ne peut pas aller bien si l'état d'esprit n'y est pas. Et la prise en charge sociale, familiale et professionnelle. On a souvent des patients jeunes avec des contraintes familiales, des enfants, une profession importante, et que forcément, du jour au lendemain, quand on vous annonce que vous avez un cancer et que vous allez avoir de la chimiothérapie, ça bouscule absolument tout. Et là, il faut absolument les aider, les soutenir. Et les autres choses, donc il y a l'activité physique, on insiste beaucoup maintenant de plus en plus, notamment sur l'après-cancer, avec l'importance de l'activité physique adaptée et de l'hygiène de vie qui est primordiale, qui a un intérêt tant pour l'efficacité du traitement que pour l'efficacité, que pour la tolérance. Le soutien psychologique des proches et des aidants, hein, ça, je ne vais pas vous apprendre quelque chose, mais très souvent, enfin, ça arrive régulièrement que les plus inquiets, ce soit les aidants et pas le patient ou la patiente. Et donc forcément, le caractère des dents est un peu plus compliqué pour le patient. Le soutien à la mise en œuvre de la préservation de la fertilité, ça c'est aussi primordial chez des patientes jeunes, hein. Toutes nos patientes jeunes qui sont en âge de procréer et qui ont en tout cas encore un désir de grossesse, on les adresse en urgence au centre de PMA du CHU pour avoir une préservation de la fertilité. Et aussi quelque chose qui, alors de plus en plus, fort heureusement, on en parle, à savoir la prise en charge des troubles sexuels. Nous, à titre d'exemple, on a un urosexologue qui intervient au CGFL. Bon, forcément, c'est encore quelque chose qui est un petit peu tabou, mais les patients et les patientes en parlent de plus en plus, et ça, c'est primordial parce que l'impact dans la vie de tous les jours et la vie intime a un retentissement indéniablement en tout cas, la qualité de l'acceptation de la maladie et des traitements. Ça, c'est primordial. Donc, tout ça, c'est important, hein. On n'est pas là juste pour prescrire une chimie. Et donc, vous voyez que ça nécessite une coordination entre tous les acteurs, vous, moi, le pharmacien, le médecin traitant, tout le monde, et que plus on est coordonné, plus on est présent auprès des patients, plus on va les aider dans ces fameux soins de support. Et voilà, juste pour vous dire qu'il y a une association francophone des soins oncologiques de support qui met en place beaucoup de choses justement pour essayer d'optimiser la prise en charge de nos patients et aussi également dans tout ce qui est gestion des effets indésirables pour essayer de faire en sorte que la chimiothérapie, en tout cas les traitements, se passent de mieux en mieux, ce qui est le cas, hein, aujourd'hui. Il ne faut pas imaginer que la chimio, c'est quelque chose qui se passe toujours mal. Au contraire, ça se passe très souvent bien. La patiente vous parle de l'hormonothérapie. Il y en avait quelques-uns qui commençaient à évoquer les questions de l'hormonothérapie. Traitement dont bénéficie une de ses amies, également prise en charge pour un cancer du sein. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Est-ce qu'elle va avoir de l'hormonothérapie? Non. Pourquoi?
Exactement. Le cancer du sein, il est dans 85% des cas hormonodépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est vrai quel que soit le statut ménopausique, hein, parce qu'une patiente ménopausée, elle a quand même une sécrétion d'hormones, hein. Elle ne se fait pas de la même façon. Quand vous êtes préménopausé, c'est les ovaires qui fabriquent vos hormones, et notamment l'estrogène. Quand vous êtes ménopausé, en fait, dans le corps, on a ce qu'on appelle l'aromatase, qui est une enzyme qui va transformer les androgènes que toutes les femmes ont dans le corps en œstrogènes, parce que les œstrogènes sont toujours importants, même en situation de ménopause. Et donc, il y a 85% des cancers du sein qui utilisaient les hormones pour se développer, ce qui n'est pas le cas de notre patiente. Je vous rappelle, elle avait des récepteurs à l'œstrogène et la progestérone négative, mais c'est 15% des cancers du sein, alors que 85% ont une dépendance aux hormones. Le traitement hormonothérapie, en fait, c'est faussement appelé l'hormonothérapie. Vous imaginez bien qu'on ne va pas apporter des hormones aux patientes, c'est plutôt un traitement anti-hormonal. Et il y a différents types de traitements. Il y a les anti-aromatases, qui sont le traitement de la patiente ménopausée, qui vont empêcher justement la transformation des androgènes en œstrogènes. Donc là, je pense que vous connaissez les noms, c'est létrozole, Femara, anastrozole, Arimidex, Exemestane, ces noms-là. Il y a le tamoxifène qui est utilisé pour la patiente préménopausée et qui lui a pour rôle de se fixer au récepteur à l'œstrogène. Et puis il y a la suppression ovarienne et on m'a évoqué tout à l'heure le Zoladex. En fait, le Zoladex, il est utilisé chez la patiente préménopausée. L'objectif est en fait de mettre la patiente en situation de ménopause. Si une patiente a un cancer du sein hormonodépendant et qu'on la met en suppression ovarienne, qu'on la castre, en fait, c'est une castration, et ben dans ce cas-là, on va diminuer de façon majeure la sécrétion d'hormones et donc on va avoir un effet thérapeutique significatif. OK? Donc ça, les trois types de traitements sont utilisés. Et c'est un traitement majeur en oncologie parce que quand on a une maladie hormonodépendante, quand la maladie est localisée, c'est un traitement qu'on donne aux patientes après la chirurgie pour 5 à 10 ans. Et pour les maladies métastatiques, aujourd'hui, c'est le traitement de référence en première ligne de traitement. Donc aujourd'hui, l'hormonothérapie a un rôle prépondérant dans le cancer du sein. Mais pas pour notre patiente, parce que effectivement, elle n'avait pas de cancer du sein hormonodépendant. Et alors, à la question, y a-t-il un moment privilégié dans la journée pour prendre la létrozole? La réponse, elle est non. Il faut bien dire aux patientes de le prendre tous les jours à peu près au même moment. Par contre, après, vous pouvez vous adapter. Par exemple, si une patiente a des troubles du sommeil importants ou des douleurs la nuit au niveau articulaire et qu'elle prend son traitement le soir, peut-être que ça peut être judicieux d'essayer de le prendre le matin pour que justement, peut-être les douleurs soient moins importantes la nuit et que les troubles du sommeil soient moins significatifs. En tout cas, il faut essayer de tout mettre en œuvre pour que l'hormonothérapie se passe bien. Malheureusement, aujourd'hui, on est à 30 à 40% de patientes qui feront vraiment leur hormonothérapie adjuvante, hein. Ce n'est pas énorme parce qu'effectivement, ce n'est pas des traitements dénués d'effets secondaires, hein. Regardez, quand je vous mets la liste des effets secondaires, ça, je ne vais rien vous apprendre non plus, hein. Douleur articulaire, prise de poids, bouffée de chaleur, troubles du sommeil, sécheresse vaginale, etc., etc. Forcément, c'est compliqué. Ouais. Ça, je vous rejoins parce qu'il y a plein de patientes qui disent que euh, pour des patientes qui ont eu de la chimiothérapie, que pour elles, la chimiothérapie, c'était une partie de plaisir et que par contre, l'hormonothérapie, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que c'est un traitement au long cours. Si le traitement durait 6 mois, la tolérance serait différente. Mais là, sur un traitement qui peut durer au minimum 5 ans, il est certain que l'impact dans la vie de tous les jours, il est majeur. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment accompagner au mieux les patientes pour essayer de trouver au maximum des solutions. C'est exactement ça, hein. L'hormonothérapie, c'est un seul comprimé, mais des fois, c'est pire que, en tout cas en termes de tolérance, que la chimio. Juste un truc important à savoir, les anti-aromatases, hein, pour la patiente ménopausée, ça favorise l'ostéoporose. Donc, il faut forcément que les patientes aient un suivi de la densitométrie osseuse. Le tamoxifène, alors ça peut donner de la thrombose, hein, donc c'est un risque. L'autre chose importante, c'est l'hyperplasie de l'endomètre. L'hyperplasie de l'endomètre, ça arrive, mais la plupart du temps, c'est pas embêtant, mais dans de très rares cas, ça peut faire le lit d'un authentique cancer de l'endomètre. C'est très rare, hein. Vous imaginez bien que s'il y a un traitement contre le cancer donnait souvent des cancers, c'est pas un traitement qu'on ferait. Mais ça veut sous-entendre une chose, il faut que les patientes, elles aient une fois par an une surveillance gynécologique avec une échographie endovaginale. Donc, l'antiaromatase, l'ostéoporose et l'hyperplasie de l'endomètre pour le tamoxifène. Alors, dernière question.
Donc là, alors, j'ai une question que j'aurais pu poser au début. J'ai une patiente qui a eu une pause de clip. Pouvez m'expliquer l'utilité des indications? Oui. Et bien ça, c'est typique de notre patiente qu'on a eue là. Notre patiente, vous vous rappelez, elle avait une lésion dans le sein et elle est en réponse complète et on lui fait un traitement conservateur. Le problème, c'est que si on ne met pas de petits repères dans la lésion, si la patiente est en réponse complète, le chirurgien, il ne sait plus où opérer. Alors, il sait la zone, mais il ne sait plus vraiment où opérer. Donc, en fait, au départ, en tout cas, les tumeurs qui sont à forte chance de répondre de façon importante au traitement, on va leur mettre un petit clip pour que dans l'hypothèse où elles soient en réponse complète, eh ben, on puisse retrouver la zone, en fait, où il y avait la tumeur. D'accord? C'est un repère vraiment pour savoir, être sûr qu'on a bien enlevé la zone où il y avait la tumeur au départ. C'est plus clair pour vous? Oui, c'est dans le sein. Ouais, c'est mis vraiment au centre de la tumeur. Ça ne va pas bouger, hein. Dernière chose importante, les thérapies ciblées. Alors ça, les thérapies ciblées, il y a de plus en plus de patients et de patientes qui aujourd'hui ont des traitements péros en cancérologie. Les thérapies ciblées, c'est des traitements en comprimés qui vont venir spécifiquement agir sur certaines anomalies de la cellule cancéreuse. Il y en a beaucoup dans le cancer du sein. Ça permet d'avoir des traitements de plus en plus personnalisés, de plus en plus efficaces et de moins en moins toxiques aussi. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a un accroissement de la fréquence de prescription de ces traitements. Ce qui veut dire qu'avant, les patients venaient faire toute leur chimio, les patients de leur chimio en hôpital de jour, donc on les voyait souvent. Maintenant, on a beaucoup de traitements qui se font en comprimé et on a des patientes qu'on voit tous les 3, 4, 5 mois en consultation. Donc, c'est des traitements qu'elles font à domicile. Donc, il faut essayer d'optimiser les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste donner l'ordonnance au patient ou à la patiente et leur dire allez voir votre pharmacien et c'est fini. Non. Il faut essayer de faire en sorte que les choses passent bien pour que le traitement soit efficace, que le traitement soit le moins toxique possible et que l'observance soit bonne. Nous, au Centre Leclerc, depuis pas mal d'années maintenant, en fait, on a une consultation tripartite. C'est-à-dire que moi, si demain, ça va être le cas juste après que je vais finir avec vous, sur des patientes là, à qui je vais introduire des thérapies ciblées. Donc, moi, je fais la prescription euh, médicale. J'insiste sur les raisons de la mise en place de ce traitement-là. Ça permet d'avoir un temps de consultation qui est dédié sur votre maladie, elle progresse, où elle progresse, pourquoi on fait ce traitement-là, quel est l'intérêt du traitement, etc., etc. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, mon ou ma patiente va être vue par le pharmacien qui, dans un deuxième temps, va faire en fait une évaluation avec la patiente du traitement pour lui expliquer les conditions de prise, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'oubli, les éventuelles interactions avec ces traitements médicamenteux actuels, les interactions notamment avec la phytothérapie, où il faut être extrêmement vigilant. En tout cas, tout ce qui peut interagir avec le traitement. Et l'objectif, c'est effectivement d'essayer d'optimiser le traitement des patients. Et après cette consultation avec le pharmacien, il y a une consultation avec une infirmière. Et là, c'est le troisième temps où l'infirmière va reprendre un petit peu tous les éléments dans tout le parcours de soins. Et on va assurer, en fait, avec le patient ou la patiente, un suivi, au moins pendant le premier mois. Alors, soit avec une application, nous, on a une application à nous, soit pour les patients qui n'ont pas de smartphone, un coup de fil au moins hebdomadaire, justement pour qu'il y ait un suivi vraiment spécifique et rigoureux et que les patients et les patientes aient un numéro dédié pour qu'elles puissent appeler s'il y a des soucis et qu'on gère les choses rapidement. Donc la consultation médicale, elle permet d'avoir justement du temps pour expliquer la maladie, pour expliquer le rapport bénéfice-risque du traitement, organiser la suite et en tout cas avoir toutes les informations sur la maladie et le traitement. Le temps pharmacien, c'est pour expliquer les modalités, rechercher, ça c'est important, les interactions médicamenteuses, refaire le point sur les effets indésirables et comment les gérer, et puis faire le lien avec la pharmacie de ville. Nous, nos pharmaciens vont contacter la pharmacie de ville des patients et vont leur transmettre un document dédié pour qu'ils puissent être au courant de la situation. Et la consultation infirmière, elle va insister justement sur le caractère éducatif du patient, sur l'organisation pour tout ce qu'il y a autour, sur les rendez-vous, les soins de support, et pour coordonner les choses, effectivement, éventuellement avec la famille, le médecin généraliste ou l'infirmière libérale. Et ça, en fait, ça fait gagner beaucoup de temps à tout le monde parce que, justement, nous, ça nous permet d'avoir plus de temps pour expliquer correctement les choses aux patients et que pour tout ce qui est dédié au pharmacien ou à l'infirmière, il y a vraiment une consultation qui soit spécifique.
Ça ressemble à ça. Alors, vous voyez, ça ressemble un peu au plan de soins de chimiothérapie. Donc là, c'est pour le Verzenio, qui est la bémaciclib, qui est un traitement qu'on utilise beaucoup dans le cancer du sein. Ça explique bah, voilà, le traitement, comment on l'utilise, comment on le donne, les éventuels effets indésirables. Avec les consignes, c'est pareil, hein. Et puis, il y a un document qui est spécifique pour les professionnels de santé, pour le pharmacien notamment. C'est-à-dire que ce document, vous voyez, mais c'est marqué en haut professionnel de santé. Il y a la version patient et la version professionnelle de santé qui permet à ce que tout le monde ait les informations, parce que forcément, le pharmacien, ce n'est pas des traitements qu'il donne en routine. Forcément, le médecin traitant, ce n'est pas un traitement qu'il voit très régulièrement, donc ça lui permet d'avoir des informations concrètes vis-à-vis de ces traitements. Donc, je vous disais, on suit les malades au minimum 4 semaines, avec au minimum une fois par semaine un contact qui est fait, plus régulièrement si c'est nécessaire. Les infirmières font le lien. S'il y a un souci, les patients appellent, les infirmières gèrent. Et s'il y a une problématique qu'elles ne peuvent pas gérer, elles nous contactent pour que nous, on puisse justement donner la marche à suivre. L'objectif, c'est d'optimiser le suivi des patients prenant des traitements anticancéreux par voie orale. Et j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions pour les 4 minutes qui nous restent avant qu'on... Il va falloir qu'on corrige le... Oui, le Zoladex alors. Donc le Zoladex, c'est de la suppression ovarienne, hein. C'est de la castration chimique. L'objectif, c'est de mettre les ovaires au repos. Alors, c'est aussi utilisé chez l'homme dans le cancer de prostate. Par rapport au port de poids, Mhm. après, une fois qu'ils ont eu leur chambre implantable, Ouais. à quel moment ils peuvent porter quelque Ah, chose très rapidement. très Hein, rapidement? ouais, la cicatrisation, elle se fait très vite. Il n'y a aucun souci. C'est sûr qu'au départ, il ne faut pas leur demander de porter une balise de 25 kilos, hein. Mais le temps que la cicatrisation se fasse, en règle générale, au bout de 5-6 jours, il n'y a pas de souci. Ce qui peut arriver, ça arrive, hein, des gros hématomes en regard de la loge de chambre implantable qui peuvent mettre plus de temps à ce que ça cicatrise, que ça rentre dans l'ordre, et que nous aussi, ça peut retarder l'utilisation aussi, voire même parfois nécessiter à ce qu'on repose une chambre implantable. Mais dans la majorité des cas, en tout cas, les patientes peuvent vaquer à leurs occupations habituelles très vite. Voilà. Alors, c'est pareil, en termes d'activité physique ou sportive, elles peuvent tout faire. Bon, si c'est des grosses adeptes des sports de combat intenses, peut-être qu'il faut un petit peu éviter. Mais voilà, après, il y a pas de franche contre-indication. Et le lymphœdème post-chirurgie, Ouais. quelles indications on peut donner, Alors, quelle aide on peut apporter? ça, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'avec l'évolution des techniques chirurgicales, on en a de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on fait de moins en moins de curage et on fait de plus en plus de ganglions sentinelles, c'est-à-dire qu'on va prélever uniquement le premier relais ganglionnaire. Et même en cas de curage, aujourd'hui, les techniques ont changé. Donc, c'est très rare les gros bras historiques, hein, aujourd'hui. Il n'empêche que s'il faut une prise en charge du lymphodème, il faut la faire avec du drainage lymphatique et si besoin, il faut adresser la patiente dans une structure spécialisée de prise en charge de lymphodème. Et la deuxième chose importante, c'est que contrairement à ce qu'on disait avant, il ne faut pas oublier le bras qui a été opéré. Avant, on disait aux patientes, ne faites rien, faut pas utiliser le bras, faut pas le piquer, faut rien porter. Ça, c'est pas vrai. D'accord? C'est le dogme, il est le même, hein. C'est-à-dire que c'est certain qu'il ne faut pas demander à la patiente de porter 50 kilos de ce bras-là. Mais la patiente, elle peut utiliser son bras, elle peut faire du sport, il n'y a aucun souci. Et pour la question de faire une prise de sang, si vous n'avez pas d'autre solution, c'est pas grave. Vous pouvez piquer de ce côté-ci. Évidemment, on privilégie l'autre côté, mais ce n'est pas une contre-indication absolue de piquer du côté d'une chirurgie axillaire, hein. Et pour les effets secondaires, oui, en règle générale, euh, les 3 à 6 premiers mois, les effets indésirables sont les plus marqués et ça s'estompe dans un second temps. On corrige? Alors, concernant le dépistage du cancer du sein, quelles sont les propositions exactes? Il concerne des patients à l'antécédent personnel de cancer du sein. Donc, non, hein, on avait dit que le dépistage, ça concerne des patientes qui n'ont pas fait de cancer du sein. Il repose sur une mammographie bilatérale, oui. Il concerne les patients de plus de 30 ans, non, c'est 50 ans. Je peux cocher, mais en même temps, non, je ne peux rien faire. Il doit être réalisé tous les 2 ans, oui. Et il est le seul dépistage de masse avec le cancer colorectal, non. Il y a aussi le cancer du col de l'utérus. Concernant les séances de chimiothérapie, elles se font majoritairement en ambulatoire, oui. Elles se font systématiquement par voie d'abord centrale, non. On peut le faire, je vous disais, quand on peut le faire sur voie veineuse périphérique, on le fait sur VVP. Elles nécessitent une validation médicale systématique, oui.
Une validation pharmaceutique est conseillée, une validation pharmaceutique est indispensable, et un plan de soins personnalisé doit être remis à la patiente en amont. Oui. Concernant les facteurs de croissance, quelles sont les propositions exactes? Ils sont principalement utilisés en prophylaxie. Oui. Et même, je vais dire, en fait, ils sont que utilisés en prophylaxie. Parce que il y a une question qu'on me pose régulièrement, c'est mais est-ce que chez quelqu'un qui a fait une neutropénie, on peut lui mettre des facteurs de croissance? En fait, ça sert à rien. Alors, ça sert à rien, c'est presque vrai, mais dans de très rares cas, on peut le mettre. Alors, c'est dans les situations de malades qui font un choc septique avec une infection sévère où là, ça peut avoir un intérêt. Mais par contre, si votre patient elle fait la neutropénie fébrile, ça sert à rien de lui mettre les facteurs de croissance à ce moment-là. Ça va rien changer. Ça va pas la faire sortir plus vite de sa neutropénie. Il s'agit d'injections sous-cutanées, oui. Le pegfilgrastim nécessite plusieurs injections. Non, c'est le filgrastim. L'objectif est de diminuer le risque d'anémie chimio-induite. Non, c'est pour diminuer le risque de neutropénie. Et l'effet indésirable principal, c'est les douleurs osseuses, oui. Et enfin, concernant les nausées et vomissements chimio-induites, les nausées anticipatoires se traitent avec des anxiolytiques, oui. Le risque est le même avec toutes les molécules de chimiothérapie, non. Les corticoïdes font partie du traitement préventif, oui. Les neuroleptiques sont utilisés en cas de risque élevé, oui. Et les règles hygiénodiététiques doivent être associées. La réponse, elle est oui. Et oui, le suivi gynéco est indispensable. Ça, alors là, en fait, ça c'est vrai, mais c'est ce que je dis aux patients. Que vous ayez ou pas un antécédent de cancer du sein, il faut que vous ayez une consultation annuelle auprès d'un gynéco. Donc ouais, faut vraiment le dire aux patients. Je vais vous remercier Merci beaucoup, docteur. de m'avoir sollicité et ben, je vous dis Merci peut-être à beaucoup. bientôt, hein, du coup, hein. Oui, merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Je parle sans micro, ben bravo. C'est des beaux webinaires, bravo. C'était vraiment intéressant. Oui, oui, oui. Tu vois, deux, trois infos que je n'avais pas et qui m'ont bien enrichi. Mais c'est le but de repartir avec des infos nouvelles. Oui, oui, oui. Puis une bonne participation aussi des collègues pendant le webinaire, c'est bien. Oui, oui, c'était très participatif. Émilie, Oui, c'est tu as bien. l'habitude Mm. d'autres webinaires par Il y a rapport des échanges, oui, à ce que vous c'est voulez faire? bien. Donc, super. Merci Eh ben, beaucoup, merci. Madame B, pour Alors, votre... je suis désolée que ma collègue n'ait pas pu participer, mais pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, merci à vous. Voilà, merci. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir, merci.